Aujourd'hui, je reçois François Blanc, journaliste culinaire, auteur et créateur de contenu. François a passé 7 ans dans le journalisme musical, a côtoyé des personnages aussi fascinants qu'imprévisibles. En 2013, il bascule dans la gastronomie et écrit aujourd'hui pour Food Pâtisserie, Food Cuisine, Le Figaro ou encore Libération. Il a publié plusieurs ouvrages autour de la cuisine et met en scène des recettes sur les réseaux sociaux avec la drag queen Clémence Tru. Curieux de tout, il déguste des centaines de créations par an. Street food, boulangerie, palace, étoilé. Et surtout, il porte haut les valeurs d'inclusivité dans un secteur où les discriminations persistent encore. On a parlé de sucré et de salé, du métier de journaliste, de représentation dans la gastronomie, de son obsession pour le flan et de ce qui l'anime pour les années à venir. Bonne écoute! Salut François! Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Merci de m'inviter. Ah bah normalement c'est moi qui dis merci d'avoir accepté mon interview. C'est super, ça commence super bien. Grave. Merci vraiment beaucoup. On va retracer un peu toute ta vie et tout ça, mais si j'ai voulu t'interviewer, c'est qu'on se croise depuis un petit moment. Tu es Monsieur Sucré, j'ai envie de dire, du journalisme. Ça commence mal. Ah, bah justement, tu vas m'expliquer. C'est vrai que moi, je te vois dans Food Pâtisserie. Ouais. T'es dans Food Cuisine, du coup, c'est ça? Absolument. Aussi ah oui. Et d'autres trucs. Oui, donc je pense que je suis biaisée parce que je suis un bec sucré. Donc, ouais. donc je regarde beaucoup cette partie-là. Et tu fais aussi, et ça m'amuse beaucoup, des recettes avec Clémence Tru. Tru, pardon. C'est un jeu de mots. Alors, c'est pas très podcast, mais je te donne 5 secondes pour comprendre le jeu de mots. Clémence Tru. Ah, menstru? Oui. Les menstrues? Oui. Ah, bah tu vois, je l'avais pas. Moi, je pensais au trou. Ah, non. C'est pas ça. Mais non. Ah, incroyable. Et donc, Clémence qui est drag queen et qui fait les recettes. Et toi, tu fais la voix off en général. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne te voit pas. Non, je fais la voix off et c'est moi qui planifie un peu les recettes, qui la commande. Ok. Je suis un peu le tortionnaire de l'aventure. Et il y a beaucoup de recettes sucrées, on est d'accord? Pas spécialement, non. Je pense qu'il y a un peu moins de moitié sucré. Ouais, je pense qu'il y a même plus de salé. Ah ouais? Ouais, mais on s'en rend pas... On retient pas forcément tout. Et par ailleurs, toutes les recettes sont végétariennes puisque Clémence est végétarienne. Et les gens sont pas au courant. Donc, samedi dernier, on avait une drag queen qui venait, qui nous a dit qu'elle voulait un magret de canard ou je sais plus quoi. J'étais là. C'est pas le concept, mais... oui, parce que vous l'affichez pas, que c'est non, végétarien. parce que moi, je le suis pas déjà. Ouais. Et puis, c'est... Ouais, moi ça m'intéresse de cuisiner de manière végétarienne, mais c'est pas le point de départ du truc. Ouais. Et c'est pas non plus de la cuisine végétarienne qui essaie de reproduire des trucs non végétariens, par exemple, ou vegan qui essaie de reproduire. On est vraiment sur qui fait les légumes et les produits non carnés, quoi. Ouais, ça se fait naturellement, quoi. Ouais. C'est pas très compliqué de cuisiner végétarien, c'est plus compliqué de le devenir. Tous les jours, quoi. Ouais. Et surtout quand on a envie de le remplacer, quoi. Ouais. On n'est pas dans la même dynamique. Du coup, avec tout ce que tu fais et tout ce que je ne sais pas que tu fais, et avec tous les biais que j'ai déjà mis en place, j'ai trop hâte de comprendre d'où tu viens, comment t'en es arrivé là. Et donc, j'adore commencer par le début, voire même avant le début, donc la naissance en général, les parents, mais éventuellement les ancêtres, enfin, où tu veux, mais pour bien comprendre qui est François. Alors, qui était le petit François? J'adore cette introspection dans laquelle tu m'envoies. Je viens de banlieue ouest. Où banlieue, de Saint-Cloud, banlieue pépère bourgeoise en gros. Comme Éloi Spindler, d'ailleurs j'ai appris ça il y a quelques semaines, qui vient de Saint-Cloud également. Est-ce que vous étiez dans la même école? Pas du tout. Je pense qu'il a au moins 10 ans de moins que moi. Oui, mais tu ne les fais pas, du coup, on aurait pu croire. Et je croyais que tu allais dire qu'il faisait très vieux. C'est pas très sympa. Je n'oserais pas. Mais donc très tranquille, très privilégié. Enfin, c'est pas. J'ai pas eu aucun. Enfin, j'ai vraiment une enfance hyper facile. Tes parents faisaient quoi? Mais ma mère a arrêté de travailler quand moi je suis né. Je suis le 3e, mais elle a travaillé longtemps pour la SNCF, par exemple. Et mon père travaillait dans l'imagerie médicale. Ah, d'accord. Ça fait rêver, ça, non? Ouais. Une boîte qui fait des scanners, des IRM, des trucs. Ouais. À Saint-Cloud? Pas loin, dans la banlieue. Et vous avez beaucoup d'écart avec frères et sœurs? 7 et 4,5. Ok. Et t'en as d'autres derrière ou pas? Non.
D'accord. 3, c'est déjà... On parlait de désir d'enfant avant. 3, je pense que c'est déjà beaucoup, hein, franchement. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être 3e ? Écoute, je pense que j'étais chiant, y compris avec mes frères qui étaient chiants avec moi aussi. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être... Je sais pas, j'étais un enfant colérique qui s'énervait beaucoup. Et... Voilà, non, j'étais assez... Mes frères étaient plus proches entre eux que moi d'eux parce qu'ils avaient que 2 ans et demi d'écart et moi plus. Ouais, effectivement. Donc j'étais vraiment le petit dernier choyé, je pense. Et donc oui, j'aime beaucoup mes frères, hein, j'ai pas de problème avec mes frères, mais c'est vrai que j'avais un peu plus d'écart, quoi. J'étais pas dans le même moule. Ok. On n'était pas au lycée ensemble alors que eux ils ont dû être un peu au lycée ensemble, etc. Ouais, donc t'es presque élevé comme un enfant unique, comme en plus ta mère ne travaillait plus pour toi. C'est vrai. Ouais, ne dis pas ça à mes frères, je pense qu'ils en profiteraient pour m'enchaîner. Mais on peut dire ça, peut-être, ouais. C'est un sujet chez vous ? Non, pas du tout, non, mais on se charrie, quoi, enfin, ouais. Comme des frères. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, mais ne leur donne pas de munitions supplémentaires, s'il te plaît. Surtout que Noël arrive, donc... Ouais, c'est ça. Absolument. Et à l'école, comment ça se passait ? À l'école, j'étais bon élève. J'étais le spécialiste pour faire semblant que j'étais bon élève, ou en tout cas semblant que j'étais concentré. Comment tu faisais semblant ? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours été capable de parler avec mon voisin tout en gardant un œil sur le ou la prof. Et tu vois, j'ai beaucoup de souvenirs au lycée et en prépa, je fais une prépa après. Oui. On avait dit pas taper sur la table. C'est dur, j'aime beaucoup taper. Tu sais, de parler avec ton voisin ou ta voisine et que ce soit toujours lui ou elle qui se fasse engueuler et pas toi. Je connais très bien, je faisais la même. La personne capable de s'arrêter 5 secondes avant le voisin ou la voisine quand il a compris que ça allait mal se passer. Ouais. Moi, j'ai fait virer une pote d'une salle de cours alors que c'est moi qui... Volontairement. Non. Elle te dira oui, mais non, absolument pas. T'es toujours amie avec elle quand même. Oui, bizarrement, elle était là pour mes 40 ans, mais... Elle a supporté le choc. Oui, elle est pas... Comment on dit ? Elle est pas... Rancunière. Merci. Ça commence bien. Fin de semaine. C'est clair. Et donc, ça te plaisait, l'école ? Ouais, oui, ça me plaisait. J'avais pas non plus... J'étais pas le gamin qui se met au premier rang et qui a 40 000 questions à poser aux profs non plus. Hein. Ok. Mais ça se passait bien, tranquille. T'avais des facilités. Tu travaillais beaucoup ou Non. Ok. Ouais, donc facilité. Non, j'avais aussi beaucoup de stratégies pour faire semblant que j'étais en train de travailler chez moi et quand c'était pas le cas. Et tu faisais quoi quand tu travaillais pas ? Alors, j'ai eu toute une période, je pense, lycée, fin de collège et après, enfin, surtout lycée, où dans mon livre d'école, je mettais des mangas et je lisais mes mangas cachés dans le livre. L'avantage du manga, c'est que c'est un tout petit format, beaucoup plus petit qu'une BD. Et du coup, très pratique à cacher dans ces livres d'école. Tu lisais quoi comme manga ? Oula, il y en a eu beaucoup. J'avais énormément de mangas. D'ailleurs, j'ai pu en filer une partie à mes neveux et nièces. Je pense que mon manga préféré, ça s'appelle Monster. Ok. C'était dispo sur Netflix en animation à un moment. Ah ouais. Je crois que ça a été adapté en film, ou c'était adapté en film, genre quelqu'un de connu qui avait les droits, genre Benicio del Toro ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Et je suis pas sûr que ça ait vu le jour. Ah, mince. Tu veux que je te le pitch ? Parce que vas-y. C'est un jeune médecin japonais qui vit à Berlin, genre fin 80 ou... Non, dans les années 90, juste après la chute du mur ou un truc comme ça. Et qui travaille dans un hôpital. On lui propose... il commence une opération sur un petit jeune qui a je ne sais plus quel problème. Et le maire de la ville ou je ne sais quoi arrive. Il décide de ne pas suivre les ordres qui lui demandent d'aller s'occuper du maire et de laisser le petit jeune à un médecin avec moins de talent, quoi. Et donc il sauve le petit jeune, le maire meurt, je crois, et le petit jeune devient quelques années un tueur en série fasciné par ce médecin qui l'a sauvé. Ça se passe sur le fond de groupes néo-nazis. Bref, c'est pas du tout le manga typique. Ouais, c'est clair. Mais écrit par quel auteur, du coup ? Un auteur japonais dont le nom m'échappe actuellement. Ah, c'est dingue. Mais qui connaissait bien tout ça, justement, l'univers de l'Allemagne, je sais du pas trop, néonazisme. Écoute. Je pense que c'est des époques et des endroits qui ont été fantasmés. Le mot fantasmé peut sembler positif, mais bon, c'est des fantasmes parfois un peu pervers. Mais je pense que le monde entier
assez intéressé à la chute du nazisme et compagnie, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue. Putain, super intéressant. Et est-ce que toi, t'avais des passions déjà est-ce que tu dessinais? Est-ce que tu cuisinais? Est-ce que tu faisais du sport? J'adorais les mangas et les jeux vidéo. J'étais un geek total. D'ailleurs, je suis allé au Japon pour la première fois de ma vie en mai, et ça, c'était vraiment le rêve de l'ado, quoi. Et je cuisinais déjà beaucoup. J'ai cuisiné très tôt. Dans la cuisine de mes parents, j'avais un peu bougé les trucs pour me trouver un petit placard où mettre mes épices, par exemple. Mais non. Et j'ai toujours beaucoup cuisiné. T'avais des épices à partir de quel âge? Je sais pas, 10 ans, ou je sais pas, j'étais jeune, peut-être un peu plus vieux, peut-être ado, début d'ado, genre. Ouais, c'est dingue, mais tu connaissais les épices déjà? Bah, j'ai toujours été intéressé par ça, ouais. Je sais pas, la cuisine m'a toujours fasciné, et après, un peu plus tard, je me suis mis à cuisiner souvent pour ma famille. Ouais, c'est dingue. Je crois qu'ils aimaient ça. Eux, pas sûr. Eux, ils cuisinaient, tes frères ou tes parents? Ma mère cuisinait vraiment les rôles typiques du foyer. Voilà, elle l'a toujours fait très bien. Je suis pas sûr qu'elle ait adoré ça dans sa vie. Mais c'était pas du surgelé Non, il y avait des trucs surgelés, mais non, elle nous a toujours nourris comme il fallait. Très bien nourri. Mais voilà, oui, c'était une répartition des tâches tout à fait cliché. Mon père faisait le barbecue, tu vois. Sandrine Rousseau, si tu nous entends, je t'aime. Et j'espère qu'elle nous entendra. On lui enverra. Et vous voyagiez ou pas? Parce que les épices, du coup, ça me fait un peu penser à ça aussi. Ouais, on voyageait. Oui, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai quelques voyages très marquants, petits, ados, les Antilles, le Sri Lanka. Ouais, d'accord. Je comprends mieux les épices avec ça. Même si peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais... Écoute, comment ça a commencé, je ne saurais pas te dire. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais un attrait très fort pour les épices. Ok. Du coup, ça m'intéressera après de savoir si tu as eu un lien avec des Rollinger ou d'autres passionnés d'épices aussi. Mais ce sera pour la suite. Très bien. Du coup, tu arrives au lycée, toujours à Saint-Cloud. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après le bac? Non, aucune idée. J'ai fait une prépa HEC parce que bonne famille, aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi la voie que me traçaient mes parents. Tes frères avaient fait quoi? Une prépa HEC, tous les deux. On avait tous exactement la même chose, tous une prépa, une école de commerce et commencer à travailler dans la musique. Tous ah ouais, exactement le même parcours. Après, ça a bifurqué, mais ça a mis longtemps avant de se détacher les uns des autres. C'est dingue. Donc toi aussi, t'as bossé dans la musique après... Enfin, longtemps, t'as étudié ouais. Non, j'ai fait une école de commerce et... Quelle école? Grenoble École de Management. Ok. Yeah. Ça t'a plu? Bof, non, ça m'a pas plu. J'aimais ni l'ambiance, ni ce que j'apprenais. Après, ça m'a aidé, je pense, à être plus à l'aise parce que c'est beaucoup de présentations devant des gens, de trucs, et que j'étais extrêmement timide, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais non, j'ai vraiment pas aimé ça. Et pendant l'école, j'ai commencé à écrire pour un blog de musique, le Cargo. Je sais même pas si ça existe encore, mais un tout petit peu, et voilà. Et à la fin de mon école, j'ai reçu un message me disant qu'il me manquait, je crois, 3 semaines de stage pour valider mon diplôme ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, c'est le moment de trouver ce que tu veux faire. Et j'aimais bien écrire déjà, et j'aimais la musique, et j'écrivais pour ce blog, donc je me suis dit que j'allais être journaliste musical. C'est devenu comme ça. C'est un peu un éclair de génie, je sais pas, mais un éclair en tout cas. Et j'ai fait un stage de fin d'études pour un magazine qui s'appelle Tsugi, qui est un mot japonais aussi, mais le magazine n'est pas du tout japonais. Un magazine de musique électronique dans lequel j'ai passé 7 ans et demi. Ah ouais, le stage s'est transformé en boulot. Ouais, quoi. J'ai été engagé après, j'ai fait 7 ans de CDI et 6 mois de stage. Ouais, c'est dingue. Et Tsugi, ça veut dire quoi? Alors, je l'ai entendu expliquer de nombreuses fois, mais ça veut dire vers l'avant, un truc un peu... En fait, c'était des musiques contemporaines, de la musique indépendante, contemporaine, moderne, beaucoup de musique électronique, etc. Donc, il y avait un côté un peu futur. Ok, un peu avant-gardiste. Voilà, qui était le sujet, je crois. Et toi, tu jouais d'un instrument? Cet attrait pour la musique Pas du tout, je rêvais de chanter, mais non. Ah, sérieux? J'étais Tu chantes faux? Je chante
pas trop faux, mais en fait, le fait de chanter à peu près juste ne fait pas que c'est agréable pour tout le monde de t'entendre. Et tu peux chanter juste et avoir une voix sans intérêt ou pas très jolie. Ouais. Et t'as jamais eu envie de travailler ta voix ? Non. Ou de prendre des cours Ça, je crois que c'est la pudeur, je crois, et la timidité. Oh, c'est dommage. Il y a quelque chose à creuser alors. Oui, écoute, je me suis dit, cette année, Grave. 40 ans, je commence le chant. Mais carrément, vraiment, tu y as pensé sérieusement ? J'y ai pensé, mais je le ferai pas probablement pas. Pourquoi ? Parce que je sais pas, mais c'est pas non plus ça me tiraille pas de l'intérieur. D'accord, ok. Donc ça va, je le vis bien. C'est quoi les chansons que tu préfères chanter en karaoké ? Fait longtemps que j'ai pas fait de karaoké. En général, j'aime chanter des trucs de gens qui gueulent. Okay. Genre chanter doucement, ça m'intéresse pas du tout. Donc en karaoké, on a beaucoup fait à une époque où je chantais un peu en karaoké, tu sais, sur PlayStation, genre on a beaucoup fait Sous le vent de Garou et Céline Dion. Ah, bien sûr. Très dur, des deux côtés sont très durs à chanter pour moi, et Garou et Céline Dion. Donc tu préférais l'un des deux ou pas ? Non, c'était pas l'idéal. J'étais toujours entre les deux, un peu compliqué. Quoi d'autre ? Tu vois qui est Larou ? Non, L-A-R-U ? L-A, plus loin, R-O-U-X. C'était une pop star anglaise, androgyne, qui a eu beaucoup de succès, genre 2008, 2009, un truc comme ça. Et ça n'a pas duré, et qui chantait très aigu. Et j'aimais bien gueuler ça au karaoké. Tu saurais là le chanter, juste pour que je reconnaisse ? Quand les micros sont éteints, absolument. J'aurais tenté. Bien joué, mais... Mais je peux toujours couper, hein. Non, en plus, c'est vraiment... C'est inchantable. Ok. En tout cas pour un homme. Ok. Mais c'est ça qui est drôle. J'aime le défi, si tu veux. Ouais, carrément. Ah, trop bien. Donc tu chantais un peu chez toi. Oui. Mais donc tu suivais aussi beaucoup de la musique en fait en général, c'est ça ? J'étais j'étais passionné de ça. J'ai toujours été très presse quand j'étais ado. Donc plutôt vers, à mon avis, pré-ado, je découpais des tests de jeux vidéo dans les magazines et je me faisais un classeur avec les trucs que je préférais et tout, et mes dessins au calque de Sangoku, de Dragon Ball Z, tout ça. Et après, je lisais les Inrock et les autres magazines de musique. Et oui, je crois que je m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'avais déjà cet attrait pour la presse, quoi. Ouais, et puis le blog, quoi. Et le blog, à la base, tu voulais partager quoi dessus ? C'était des critiques d'albums, je crois. Ok. Moi, j'en ai pas fait énormément. J'ai dû faire aussi une chronique de concert ou un truc comme ça. Ah ouais. C'était un blog de musique indé, beaucoup de folk et de choses comme ça. Ok. C'était quoi ton groupe préféré à cette époque-là ? À cette époque, très bonne question. Mon idole, c'était Bowie. Ok. Et après... Il est pas mort à ce moment-là, du coup ? Non, il est mort en 2006, je crois. Ah oui, donc ouais. Non, j'étais sorti de tout ça quand il est mort. Non, et après, il y avait... c'est des trucs que j'écoutais déjà au lycée, genre Portishead et des trucs comme ça. Ah ouais, la bonne époque. Ah, les vieux. Mais parce qu'on est de la même année. Les 90s kids. C'était pas la meilleure époque, franchement. Si, bien sûr. Radiohead, oui, les vieux cons. Non, mais c'est clair. Ok, donc tu fais ton stage chez eux et finalement ça se prolonge. Ça te plaît ? J'ai adoré. J'ai adoré écrire sur la musique, c'était génial. Interviewer des artistes, c'est incroyable. Ça, c'est. Ouais, j'avoue. Et sans vouloir désagréable avec les chefs, en général, les musiciens sont quand même un peu plus fun que les chefs. Donc ça, c'est plutôt un truc qui me manque. Mais ouais, des souvenirs d'interview incroyables. Même si c'est très stressant, parce que quand tu interviews quelqu'un que tu admires vraiment, c'est vraiment stressant. C'est clair. Mais passionnant. Et des gens, interviewer des gens, des originaux, quoi. Des gens qui sont pas dans le moule. Ouais. Dont le discours n'est pas prémâché, voilà, ce qui aujourd'hui est le cas des chefs, et ce que je comprends parce que c'est pas évident de... Déjà, c'est pas leur métier de parler à des journalistes. Ensuite, ils sont briefés par des gens. Ensuite, on leur demande d'expliquer des choses qui sont pas forcément faciles à expliquer. Les démarches de sa cuisine, son identité, c'est hyper dur. Ouais. Auxquelles ils n'ont pas forcément réfléchi en plus. Aussi. Et après, oui, il y a beaucoup de formatage. Ça, c'est un peu
de discours formaté, quoi. Ouais. Mais en effet, les artistes, c'était plus fun. Après, j'ai interviewé plein de chefs très cool. Oui. Donc, je généralise, hein, je grossis le trait, mais ouais, les interviewer des musiciens, c'est quand même... Est-ce que parce que là, j'ai l'image un peu fantasmée de Almost Famous. Est-ce que tu as suivi des tournées Non, j'ai pas suivi de tournée. Non, okay. J'ai pas suivi de tournée. J'ai déjà été dans des backstage et tout, mais suivre des tournées, c'est l'étape supplémentaire que je n'ai pas faite, non. Et du coup, professionnellement, je me rends pas compte, on t'a pas demandé de diplôme de journaliste ou quelque chose comme ça? Pas du tout. J'ai commencé en m'occupant du site web. Ok. Donc, Tsugi, ça avait été fondé par des gens d'une génération d'au-dessus qui n'y connaissaient pas grand-chose en web. J'espère qu'ils m'écoutent pas. Non, et qui donc me voyaient, mon orientation com, puisqu'en école de commerce j'étudiais la com plutôt, comme un truc qui pouvait être intéressant pour le web. Mais après, moi, je me suis plutôt faufilé sur le papier. Ok. Parce que c'est ce que je préférais. Ouais. Ça a duré 7 ans, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des moments un peu marquants de cette période ou beaucoup d'interviews, beaucoup de soirées déjà, parce que pendant de longues années, Tsugi s'occupait de la programmation du Trabendo, qui est une salle à côté de la Philharmonie de Paris, dans le parc de la Villette. Du coup, on a bossé plusieurs années au-dessus, dans le cubicule rouge qu'on voit de loin, et la salle est en dessous. Il y a des bureaux là-dedans. Et du coup, tu pouvais aller voir... les groupes qui jouent leur balance, par exemple. Il y a eu les Rolling Stones, à un moment, c'est le groupe que j'ai pas pu aller voir. Mais là, il y avait des vigiles partout, il fallait des passes, des machins. Et donc, beaucoup de balance et beaucoup de soirées. Et Tsugi faisait des événements brandés Tsugi. Donc là, où t'as ce truc un peu, surtout quand t'es encore jeune, t'as l'impression d'être cool, quoi, tu vois, t'accueilles les artistes. c'est clair. Ça, je trouvais ça assez cool, en effet. Beaucoup de soirées qui se sont finies dans des états pas possibles aussi, mais j'imagine. C'était le lot du truc. Et après, beaucoup d'interviews aussi très marquantes, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais parfois, celles qui se sont mal passées sont les plus fun en termes de souvenirs. Quoi. Il y en a une, par exemple, qui te vient à l'esprit, là? J'en ai deux qui me viennent particulièrement à l'esprit. La première, c'est Lana Del Rey. Ouais. Wow. Parce que je l'avais interviewée au téléphone avant son premier album, donc à l'époque où était sorti... sa chanson Video Games, donc on est un certain nombre à s'être emballé très vite sur Video Games, et donc j'ai tout fait pour essayer de l'avoir au téléphone, et je l'ai eu au téléphone, et elle parlait en mode la jeune fille cool qui parle de ses beuveries, j'ai dû sortir de New York parce que je faisais trop la fête, etc. Et je l'ai interviewée quelques mois plus tard pour son premier album, où là il y avait le label, c'était dans un hôtel à Paris. Elle était médiatrice. Elle faisait un showcase le soir même, etc. Et elle était média traînée, elle osait plus dire, et elle était un peu paniquée, et j'essayais de lui parler de son ancienne carrière, parce qu'elle avait eu un album qui n'était jamais sorti, qui était fini, mais qui n'était jamais sorti, donc qui avait été un peu shelved, comme on dit, mis sur une étagère et oublié dans un coin, quoi. Donc j'essayais de lui parler de ça, pas du tout pour la piéger, mais pour apprendre, je sais pas comment elle avait vécu cette période, puisque première leçon que j'ai appris en journalisme en bossant chez Tsugi, c'est on n'est pas là pour parler de musique, on n'est pas là pour parler des gens qui la font, quoi, si tu veux. Et donc j'essaie de lui parler de ça, elle m'arrête tout de suite, elle me dit, en anglais hein, bien sûr, elle me dit écoute, si c'est pour parler de ça, on arrête cette interview tout de suite. Moi j'étais là... Ah, le froid. Et du coup, j'essaye de l'amadouer un peu, mais c'était le début de l'interview, c'était très compliqué. Et on a une connaissance en commun, donc je lui dis il paraît que tu connais machin, c'est super, moi aussi je le connais. Je crois que ça la détend un peu et tout. Et donc finalement l'interview se passe assez mal, enfin elle me donne rien du tout, quoi. Donc je suis complètement paumé. Et à la fin de l'interview, elle se lève, elle me dit trop content de t'avoir rencontré, j'espère qu'on se reverra bientôt, genre complètement fake. Et elle me saute dans les bras en me donnant un hug. Et moi j'étais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. À mon avis, elle se disait clairement merde, j'ai merdé, je passe pour. J'étais un peu dur, ça. Ouais. Voilà. Après, je pense qu'elle était dans une position très dure, quoi. Ouais. Donc, oui. Elle avait merdé. En fait, sa première carrière avait été stoppée dans l'œuf, et donc elle devait être paniquée que ça se reproduise, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et t'as réussi à écrire un article derrière? J'ai écrit un article. J'ai écrit un article très, j'allais dire gonzo, c'est un peu exagéré, mais qui raconte à quel point son arrivée est incroyable et à quel point l'interview a été compliquée. Donc je raconte tout.
Et on a titré sur le magazine Lana l'arnaque, point d'interrogation, genre un truc un peu ouais. Et le label vous a écrit, un peu bitchy. Et après, j'étais assez fier de l'article. Le titre était vraiment pour vendre du papier, quoi, ce qui est un peu bon. On en pense qu'on en pense. Et le label, non, j'ai été dans le bureau de la directrice, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, la meuf qui s'occupait d'elle en France. Et elle m'avait dit le truc, ma grande fierté que j'avais pu raconter à ma mère, parce qu'enfin c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Elle m'avait dit, j'ai eu Philippe Manœuvre au téléphone, il m'a dit qu'il ferait rien sur Lana Del Rey parce que Tsugi avait déjà tout dit ou un truc comme ça. Mais non. J'étais tellement fier. C'était cette classe. Ouais, j'étais un peu. Je m'en suis pas remis toujours. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu l'as rencontré, Philippe Manœuvre ? Jamais. Non, pas du tout. Okay. C'était pas vraiment. Les mêmes non, mais après on rencontrait pas énormément de journalistes forcément. Tu vois, dans la bouffe on se rencontre beaucoup entre journalistes. Carrément. Dans la musique c'était pas le cas. Tu te rends compte, genre il y a journée promotion d'un groupe dans un hôtel, chaque journaliste a 30 minutes, donc tu croises le journaliste qui sort quand toi tu rentres et c'est à peu près tout. Comme quoi. Dans le cinéma du coup. Ouais. Et comment ça se termine alors du coup cette période ? Alors j'ai commencé à travailler, j'ai interviewé une jeune musicienne avec qui je suis devenu ami Facebook. Oui, c'était une belle histoire du passé. Et un jour, elle a écrit j'ai des copines qui cherchent un community manager, je sais plus ce que disait le poste, etc., dans la bouffe ou un truc comme ça. Et moi, j'étais pas community manager et j'avais jamais travaillé dans la bouffe, mais secteur passion et métier actuel qui me paye très mal. Et du coup, j'ai rencontré Julie Mathieu, comme ça, cofondatrice de Food Pâtisserie et Food Cuisine, en répondant à cette annonce d'une copine à elle. Et j'ai rencontré Julie juste avant l'été 2013. Ok. C'était 3 mois ou quelque chose comme ça avant que le premier Food Pâtisserie soit lancé. Et du coup, j'ai créé les réseaux sociaux avec elle de Food Pâtisserie. Et j'ai été CM de Food Pâtisserie pendant 10 ans. Et j'ai écrit mes premiers articles dans le numéro 2, je crois, un truc comme ça. Pas dans le premier ? Non, le premier, j'étais vraiment CM là pour lancer le magazine sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était juste Instagram, je crois. Peut-être il y avait Twitter aussi. Depuis le Twitter de Food Pâtisserie n'existe plus, je crois. Et voilà, et ça s'est lancé comme ça, par les réseaux sociaux. Mais après, dès que j'ai vu une opportunité, j'ai mis le pied dans la porte. C'est trop marrant. Donc c'est la deuxième fois où on te prend un peu pour la com digitale et finalement, tu t'imposes dans le journalisme. Et finalement, je suis le vieux con du papier. Mais non, au contraire. Non, mais c'est génial. Justement, le jeune digital qui va sur le papier. Ben oui, t'avais l'impression que les opportunités étaient dans le digital. C'est une évidence. J'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. Après, moi, j'ai toujours été charmé par l'odeur du papier. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Food Pâtisserie ? Food Pâtisserie, c'est un magazine sur la pâtisserie, un magazine de chefs et de recettes, qui a donc été lancé en 2013 par Julie Mathieu et Muriel Talandier, qui est devenu... c'est leur pompe que je cire, hein, c'est pas les miennes, mais mais c'est devenu une marque importante, c'est devenu un magazine hyper suivi, c'est une boutique de pâtisserie à Paris, c'est une remise de trophées, de prix, des trophées Food Pâtisserie qui se tient maintenant depuis 4 ans tous les ans. Là, c'est le 8 décembre, la cérémonie, dans un théâtre avec tous les chefs sur scène, etc. C'est plein de choses. Elles sont parties de ce magazine, elles ont créé une marque pour laquelle je travaille depuis 2013. Ouais. C'est incroyable, hein. Et parce que ça n'existait pas avant. Il n'y avait rien autour Non, il y avait le journal du pâtissier qui existait avant, mais qui est un journal qui appartient à la Confédération de, je sais pas comment on dit, j'ai pas les mots, j'ai pas le nom officiel, mais donc qui est plutôt un journal pro, quoi. Ouais. Donc de manière populaire comme ça, c'était le premier, il y en a d'autres qui sont lancés après. Et donc toi, t'étais à fond dans la bouffe déjà, avant même de postuler à Food Pâtisserie ? Oui, j'étais à fond dans la bouffe. Hein. Le meilleur moment de journée de travail, c'était la pause déj, hein, soyons honnêtes. Oui, non, mais j'ai toujours été passionné par ça. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu m'emmener au resto. Donc oui, j'étais passionné et j'étais content de pouvoir mettre un pied là-dedans. Il y a des restos dont tu te souviens, où t'allais avec tes parents ? Il y avait le Bonheur qui était le resto chinois de la ville que j'adorais. Alors je pense que c'était la gastronomie chinoise de l'époque, c'est-à-dire j'en ai parlé beaucoup par exemple avec Anto
que tu as accueilli oui, ici. Antoine Guyenne. Voilà, mais c'était une gastronomie de première génération d'immigrés, donc qui était un peu faite pour s'intégrer et pour plaire au palais européen. Au palais européen, quoi. Et j'ai des souvenirs de ça, du porc au caramel, du bonheur. Et il y avait à Suresnes, juste à côté de Saint-Cloud, il y avait l'un des rares restos qui faisait le canard à la pékinoise. Donc tu sais, le truc avec la peau que tu mets dans des crêpes et ensuite les machins. Ouais, je vois très bien. Le canard, du coup, en 3 façons. Quoi. Qui ensuite, qui existait, je sais pas, il existe sûrement encore au Shangri-La, donc pour la version très chic, dans l'hôtel le Palace parisien. Ouais, ou en moins cher, chez Gros Bao. Ah oui, c'est vrai. Ou dans le 13e. Dans de nombreux restaurants. Ouais. Et moi, j'avais découvert ça dans ma petite banlieue et c'était un grand souvenir. Moi, j'allais au China Agora aussi pour ça. Ah ouais. Tu vois pas ce que c'était, là, ce grand temple, mais je crois qu'il existe toujours et j'ai vu quelqu'un poster une photo. Tu passes en périph' et tu vois ce temple japonais et en fait, tu rentres et c'est un resto karaoké où il y avait du porc pékinois. C'est où ? Je ne sais plus. C'est près du périph'. c'est ce qui fait beaucoup d'arrondissements potentiels et de... On regardera sur Google Maps ensuite, s'il ne nous trompe pas cette fois. Très bien. Tu cuisinais, du coup, beaucoup chez toi ? T'aimais cuisiner quoi ? Je sais pas, qu'est-ce que j'aimais cuisiner ? J'ai eu plein de phases. J'ai eu une phase gâteau, mais qui est venue plutôt, je pense, quand j'ai commencé à travailler pour Food Pâtisserie. Ok. Parce que j'étais clairement plus salé. J'ai eu ma phase épice. Il y a un moment où je sais pas, je voulais faire des risottos, mais pas du tout des risottos italiens, des risottos où j'essayais de me prendre la tête à faire des bouillons moi-même, mais avec plein d'épices, tu vois, genre risotto avec un bouillon avec du gingembre, de la citronnelle et j'ai eu mes phases, j'ai eu plein de phases. Okay. Est-ce que t'as pensé à ouvrir un endroit ? Non, j'avais un fantasme qui était d'avoir un bar avec des copains, mais où j'aurais pu faire à bouffer, mais de la bouffe de bar, tu vois, genre des croquetas, je sais pas quoi, des trucs gras et qui accompagnent bien la bière, tu vois. Mais c'était vraiment un fantasme lointain. Ça reste pas un fantasme maintenant ? Non, je crois que vivre dans ce milieu-là, ça donne pas forcément envie d'ouvrir, hein. Ouais, c'est dingue. Enfin, surtout cette année, qui a été une année très difficile pour tout le monde, ça donne pas envie de se lancer. Ouais. Du coup, donc tu commences pour Food Pâtisserie. Ouais. Tu kiffes ? Oui, j'ai adoré tout de suite. Ouais, c'était super. En plus, il y a un côté assez merveilleux des premières années parce que, d'abord, c'était les débuts de Cédric Grolet. Donc, on a fait un moment une réunion de rédac au Meurice où pour la première fois, il présente son Tea Time avec 10 000 trucs sur la table. J'étais assis face à Mercotte qui bossait pour Food Pâtisserie à l'époque. Donc, le mélange des genres était très drôle. Et oui, aller dans des Food Pâtisserie, ça permet d'aller dans des hôtels incroyables. On est là que pour manger, certes. Les hôtels, n'hésitez pas à me proposer une nuitée en plus, hein, mais... Ah, sérieux ? Non, pas du tout. Non, ça oui, tu t'adresses aux hôtels. N'hésitez pas. Ça n'est jamais arrivé. Non, mais oui, fréquenter des lieux étonnants, rencontrer plein de gens. J'adore aussi... aller sur des shootings parce qu'on fait beaucoup dans Food Pâtisserie ce qu'on appelle des pas à pas, donc des recettes dans les labos des chefs avec photo par photo, genre il y a 35 photos qui détaillent à l'extrême la recette. C'est dingue. Et du coup participer à ça, bosser avec le photographe ou la vidéaste ou etc. Ouais, ça changeait de mon quotidien et c'était fun, ouais. Ça t'a pas manqué, du coup, la musique, à ce moment-là ? J'ai cumulé les deux pendant un moment, dans le secret total. Ah ouais. Ouais, j'ai bossé pour les deux pendant un moment, et j'ai fini par quitter la musique, d'abord parce que j'en avais marre de gagner vraiment pas grand-chose. Ensuite, parce qu'il faut dire que la presse est un milieu compliqué, et la musique était un milieu très compliqué aussi, donc le croisement des deux, c'était pire. Et aussi, j'étais en CDI chez Tsugi, donc je pouvais pas profiter de tout ce qu'on me proposait, je pouvais pas aller partout où j'avais envie d'aller. Donc en 2017, j'ai arrêté Tsugi, mais j'ai fait 4 ans les deux. Ah ouais, 4 ans. Donc t'étais en freelance pour Food Pâtisserie, c'est ça ? Ouais, j'ai toujours été en freelance, ouais. Ok. Ah, t'es toujours en freelance actuellement ? D'accord. Absolument. T'as jamais voulu être en CDI ou alors ça s'est pas présenté Les deux. Okay. Ça s'est pas présenté et moi j'avais pas du tout envie de retourner en CDI. J'ai eu la chance que la pression du rôle du freelance soit pas trop forte sur moi. Ça s'est bien passé rapidement. J'ai eu d'autres opportunités en dehors de Food Pâtisserie, donc c'était plus agréable, ouais.
Et ces opportunités, elles sont arrivées parce que donc tout le monde t'a découvert dans Food Pâtisserie ? Oui, principalement. Ouais, ça m'a donné une carte de visite. À l'époque, je m'étais fait un blog qui n'existe plus. Un autre ? Qui s'appelait omnomnom.fr, comme mon compte Instagram. Et en fait, je suivais beaucoup, avant de me lancer, je suivais beaucoup Caroline Mignot, donc journaliste qui avait son blog. J'aimais beaucoup son blog et donc je me suis dit, je fais un blog qui me sert un peu de vitrine, de CV. Donc j'avais mon blog, mon Insta et je promeuvais au maximum ce que je faisais dans l'espoir que ça paye et que ça m'attire d'autres piges et d'autres opportunités, quoi. Oui, donc là tu le faisais, c'était pas comme le premier blog que t'as lancé où tu le faisais. Non, le premier blog c'était pas de moi, c'était pas mon blog du tout dans la musique, c'était un blog existant qui avait plusieurs contributeurs. C'était un blog assez gros, je mets des guillemets, mais c'était juste moi qui participais un petit peu, quoi. Ok. Et là, non, ça c'était mon blog. J'ai dû le tenir 2 ans, mais bon, c'était infernal. Enfin, déjà, c'était pas l'époque du blog. Hein, le blog était déjà plutôt mourant. C'était en quelle année, là, à peu près ? C'était 2014, 2015. Donc, c'était plus vraiment l'époque du blog. Et puis, comme on le disait, avant que les micros soient allumés, j'étais à un stade où faire des trucs qui me rémunéraient pas m'enthousiasmait que modérément. Ouais. Et puis surtout, tu faisais 2 tafs déjà en même temps à ce moment-là. Enfin. C'est vrai aussi. Donc avoir le temps en plus de tenir un blog. Mais oui, les opportunités. De toute façon, dans ces milieux difficiles où il n'y a pas beaucoup de taf, les opportunités, elles viennent en gardant les oreilles ouvertes, en enfonçant toutes les portes où tu vois la moindre opportunité. Et voilà, c'est comme ça, faut être opportuniste, quoi. Et du coup, l'opportunité qui a suivi quand tu as commencé Food Pâtisserie ? Il y a eu Food Cuisine qui a été lancé, qui est donc un autre magazine pendant salé de Food Pâtisserie, qui existe toujours et pour lequel je m'amuse bien. Donc je parlais de Éloi Spindler qui vient de Saint-Cloud et on a fait un reportage pour Food Cuisine sur Éloi dans le nouveau numéro. Un reportage à Saint-Cloud ? Non, un reportage dans son dernier restaurant. Reportage retour sur ses terres. Non, un reportage dans son resto. Ensuite, il y a eu d'autres trucs. J'ai écrit pour Time Out de temps en temps. J'écris depuis 2 ans et demi beaucoup pour le Figaro, le Figaroscope principalement, mais aussi un peu le Figaro. Donc Time Out, je ne sais même plus comment c'est arrivé d'ailleurs. Time Out, je crois que c'est eux qui sont venus me chercher, je pense. Le Figaro, c'est à l'époque où un journaliste est parti, Alice Bozio qui s'occupe de l'Arbrick Food au Figaro, chercher quelqu'un, et je crois que c'est Julie de Food Pâtisserie qui lui a dit, elle me connaissait à peine, Alice, et Julie qui lui a dit, tu devrais demander à François. Ah, génial. Et elle savait que tu avais de la dispo et tout. Non. Elle savait que tu n'avais rien à foutre. Non, parce que c'est ouf, tu bosses pour elle, mais quand même, elle te recommande oui. pas. Écoute, t'es pigiste. C'était à peu près à l'époque où j'arrêtais de m'occuper des réseaux sociaux de Food Pâtisserie aussi. Ok. Pourquoi t'as arrêté ? Ça faisait 10 ans. Ah ouais. Je crois que eux avaient besoin de nouveaux sangs. Moi, j'étais ravi de passer à autre chose. Tout le monde était content, je crois. Ilyes, qui s'en occupe actuellement, fait très bien son job. Voilà, donc le Figaro. Et j'ai fait des bouquins pour les éditions Ducasse. Ça, c'est grâce à Camille Gonnet. À l'époque, je rêvais de faire des bouquins, j'avoue. Et Camille Gonnet bossait pour les éditions Ducasse à l'époque. Et elle m'a présenté à l'éditrice Aurore Charrois. Et elle m'a aidé à défendre mes idées de bouquins auprès de l'éditrice. Génial. Et c'était quoi tes idées alors ? Ma première idée, c'était faire un bouquin sur le flan, que j'ai fait, mais finalement, ça a été mon 4e bouquin. Comment ? 3-4 ans plus tard. Je pense qu'à l'époque, tout le monde n'a pas eu la vision. Alors que moi, j'étais clairement... tunnel vision, comme on dit, sur le flanc. J'ai toujours adoré ça, j'étais passionné par ça et je voulais faire ça. Voilà, donc on l'a fait 4 ans plus tard. Entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui avait fait un livre sur le flanc, Jus, qui est très sympa aussi. Donc j'étais un peu déçu de ne pas être le premier, mais bon, quand même très fier de mon livre. Et il est sorti 4 ans après, parce que du coup, les éditions Ducasse étaient chaudes, mais ont pris le temps, c'est ça Du coup, j'ai fait d'autres bouquins entre-temps, et à un moment, Aurore m'a dit « Ah, au fait, le flan, c'était pas une si mauvaise idée, peut-être qu'on devrait relancer le truc. » Et les 3 autres, qu'est-ce que c'était ? Le premier, c'est en 2020,
Ça s'appelle la France des pâtisseries. Je te l'ai amené aujourd'hui. Merci. Donc c'est ce qu'on appelle des bouquins multi-chefs. Donc je fais intervenir les chefs qui proposent leurs recettes. Mais l'idée c'est, même dans des formats assez courts, de les présenter un peu au passage. J'avais pas envie que ce soit vraiment impersonnel, donc je voulais qu'on voit leur tronche. Je voulais leur faire dire 2-3 mots. Voilà. Donc le premier c'est le Paris des pâtisseries, pardon. C'est un point de vue des meilleures pâtisseries en 2020 en tout cas de Paris, avec des recettes de chacun. Le deuxième c'était la France des pâtisseries, donc la même chose mais en dehors de Paris. Ah, génial. Le troisième c'était Paris Street Food, donc la même chose mais sur la street food, dans une ambiance totalement différente. C'est le plus beau je pense grâce au DA Pierre Tachon qui est le DA de la Galaxie Ducasse, et au Travel Buds qui sont la paire de photographes avec qui j'ai bossé sur les 2 derniers, qui sont géniaux. Et le quatrième, c'est Flan. Donc, enfin. Voilà, donc Flan, avec plein de flans de plein de chefs différents, des flans régionaux, des flans créatifs. J'ai été voir Quentin Le Chat, qui n'est plus en poste actuellement, mais qui était chef pâtissier du No Hotel, et ensuite comment s'appelle cet hôtel ? C'était pas le Roi... Le Roi et le Monceau, absolument. Et qui avait toujours fait un flan incroyable, et on se connaissait bien, et donc donc il m'a fait des recettes un peu folles, genre une pizza au flan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un milkshake de flan, des croquettes de flan. Est-ce que vous avez fait un pop-up pour la sortie avec ces recettes qu'on peut goûter ? Non, on n'a pas fait de pop-up. On a fait une petite fête au Café Mirabel, à l'époque, qui nous accueillait, qui fait partie du livre, où il y avait notamment Marine Zerbib, que tu as interviewé aussi. On a pioché dans le même vivier. Les chefs sympas. C'est clair. Voilà. Et Marine avait fait, par exemple, pour le bouquin, un flan qu'elle avait fait au Frenchy to go, un flan façon pumpkin spice latte, donc genre appareil pumpkin spice, et praliné aux graines de courge à l'intérieur. Ah là là. Il était incroyable. Il faut que je lui demande cette recette. Elle est dans le livre. Non, mais qu'elle la fasse. Ah oui. Moi, je suis trop perfectionniste pour la faire et pas assez bonne pour la faire bien. Très bonne excuse pour pas bosser. Je suis trop perfectionniste. Mais je soutiens les pâtissiers. Oui, moi aussi. Ouais. Ah là là. Mais j'avoue, même le milkshake et tout, ça me donne trop envie. Ouais, on s'était bien amusé, et Quentin a été génial parce que je lui ai demandé, il a fait genre 10 recettes, 11 recettes pour le bouquin. Ah ouais, incroyable, alors qu'il était en poste en plus. Ouais, alors qu'il était en poste. Et toi, tu essayais toutes les recettes ? Non, j'ai pas essayé toutes les recettes, j'ai goûté toutes les recettes, mais pas faites par moi. Non, après il y a ce... Comment tu peux boire si tu veux. Non, mais je veux pas boire en parlant si tu veux. Non, il y a ce truc du doute sur les fautes dans les recettes, etc. Je sais que les lecteurs sont, suspicieux. Et je sais qu'il y a aussi des chefs qui écrivent n'importe quoi, volontairement, pas volontairement, c'est compliqué à définir. Ouais. Mais voilà, moi j'avais ce que j'estimais être une relation de confiance avec les chefs, et aussi le fait d'avoir toujours fait ça pour Food Pâtisserie, relire des recettes, corriger des recettes, etc. Je savais où fallait faire chier pour être sûr que c'est pas une erreur, pour être sûr que les proportions sont bonnes, etc. Alors, il y a toujours une erreur ou deux, mais... J'ai fait au max en tout cas. Oui, mais l'erreur est humaine. Oui, effectivement, j'en ai parlé avec Pascal Wix il y a pas longtemps, qui est très suivie justement parce que ses recettes sont très très fiables. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est suivie. Et elle m'a expliqué qu'effectivement, dans plein de livres de recettes, c'était du pifomètre ou voire n'importe quoi, ou parce qu'ils veulent pas livrer leurs vraies recettes. Quoi. Ouais, j'ai un souvenir pour Food Pâtisserie d'un chef que je ne nommerai pas bien évidemment. Et j'essaie d'avoir une recette que je trouve trop bien pour le magazine, et je lui dis est-ce que j'aimerais trop que tu nous donnes cette recette. Il tarde à répondre et il finit par m'appeler et il me dit écoute, je te la donne avec plaisir mais elle sera fausse. Non merci du coup. Moi c'est honnête. Parce que s'il pouvait imaginer le nombre de gens de lecteurs qui engueulent les magazines après et qui pourrissent la réputation autant qu'ils peuvent, alors que vraiment on se prend la tête sur ce genre de questions. Mais quel intérêt du coup de donner la fausse, juste qu'on parle d'eux, quoi. Absolument. Il y a encore beaucoup de chefs qui n'aiment pas donner leurs recettes. Je pense que c'est extrêmement ringard de leur part et que c'est un peu un truc de l'ancien temps. C'est clair. Et en fait, c'est pas parce que tu partages ta recette que les gens vont pas venir manger les trucs chez toi. Ouais. Au contraire même, je crois. Parce que partager ta recette, ça fait qu'elle va être publiée quelque part, ça va faire de la promotion pour ce que tu fais. Et s'il y a 3% des gens qui refont la recette, il y en aura 8% qui viendront plutôt chez toi pour goûter d'eux-mêmes. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Et même les 3% qui vont faire la recette, s'ils l'aiment et tout machin, ils vont être d'autant plus attachés au pâtissier et suivre justement son parcours.
Et puis c'est la base du concept de chef, de cuisinier, quoi, le partage, la transmission, tout ça. Mais surtout qu'il n'y a pas en plus le droit à la propriété intellectuelle garde pas justement les recettes. Enfin, tu peux pas les bah tu vois, j'ai encore. Oui, tu peux pas les protéger. Tu peux pas, Oui, à côté de ça, il y a aussi des gens qui pompent allègrement sans jamais citer quelqu'un. Tu vois, enfin ça fait 5 ans que tout le monde fait du gros lait sans les moyens de gros lait, et donc. Oui, non, mais c'est ça. Plus ou moins bien. Et donc, évidemment que ça rend les choses plus abordables d'un point de vue prix, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, est-ce que recopier au centimètre près le travail de quelqu'un d'autre, ça te rend heureux? Oui, c'est ça. Ça me semble étrange. Ouais. Et est-ce que ça représente ta personnalité? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux partager? Ouais. La démarche n'est pas la même, quoi. Mais du coup, tu as la clientèle aussi qui va avec, quoi. Non, mais oui, je sais pas ce que j'allais rajouter sur la clientèle. Non, mais après, je dis ça et en même temps, je veux pas. Je trouve que rendre abordable des choses de lieux de luxe et d'ultra luxe, c'est aussi un truc positif, quoi. En fait, il y a un juste milieu qui est dur à trouver, mais. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est comme l'Ispahan, on parle toujours de cette recette justement et tout, et c'est vrai que bien sûr, t'as la beauté du geste et les recettes parfaites de Pierre Hermé et tout. Mais c'est chouette que certains autres aussi utilisent cet assemblage litchi, rose, framboise, qui marche très bien et qui fait toujours plaisir. Bon, c'est pas mon truc. Mais... Ah, sérieux? Oui, j'ai senti que tu t'es fermé quand j'ai parlé de l'Ispahan. J'ai un problème avec la rose, c'est un des seuls trucs que j'aime vraiment pas. Alors, moi aussi, en général, je trouve que ça a vraiment un goût de savon, de parfum. Alors, ça dépend des Ispahans, mais en tout cas, dans ce que fait Pierre Hermé, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve l'équilibre parfait. Moi, j'ai même tenté chez Maison Aleph. Myriam Sabet est une chef que j'aime beaucoup. Et elle m'a dit, non mais attends, je vais te faire goûter moi des trucs à la rose. Tu vas aimer. Non, mais c'est le seul truc que j'aime pas chez elle, alors que vraiment j'adore ce qu'elle fait. C'est dingue. Sinon, tu peux essayer. Moi, normalement, vraiment, les glaces à la rose, c'est pas possible. Il y a une glace à la rose dans un restaurant iranien dans le 15e, c'est Mazé, et qui le fait vraiment pas du tout avec des arômes ou tout ça, vraiment à base du pétale de rose et tout machin, c'est assez exceptionnel. C'est dingue. Et pour le coup, on est sur une autre dimension de la rose. Peut-être essaye de goûter ça et tu me diras ce que t'en penses. J'ai l'impression que tu essaies de me torturer. Non, d'ouvrir les horizons et peut-être qu'un jour, la rose te plaira sous une forme. Bien sûr. Non, mais pour le coup, en gastronomie, j'ai les horizons bien ouverts. Hein. Je suis prêt à tester à peu près tout et n'importe quoi. Mais que en gastronomie? Laisse-moi réfléchir. Non, j'essaye d'être ouvert sur plein de trucs, mais je suis plutôt quelqu'un qui se fait des avis très vite, mais qui reste ouvert à les changer. Ouais. Je sais pas si ça me présente sous le meilleur jour. Mais... Tu veux te donner un exemple? Non, je veux pas te donner d'exemple. Non, mais je veux dire, je peux sembler un peu sentencieux au début, mais pour autant, la porte est toujours ouverte. Quoi. Ouais. Et ouvert à la discussion et à comprendre et à regoûter. J'espère. Et le flan, je voulais revenir juste 2 secondes là-dessus parce que justement à l'époque avec Anto, il me semble, on en avait parlé, il y a une différence entre le flan boulanger et le flan pâtissier et c'est ce qui a fait que le flan est revenu vachement en force en France et j'aimerais bien recomprendre un peu, être sûr que j'ai compris en fait. Pour moi, il n'y a pas de version officielle. Pour moi, c'est des nuances qui appartiennent à tout le monde et qui sont définies par personne, un peu comme le moelleux, le fondant, le coulant, le machin. Tout le monde a sa vision de la chose. Pour moi, c'est la même chose. Et il y a un truc qui sous-entendrait que le flan pâtissier pourrait être lié à la qualité des ingrédients ou par exemple au fait qu'en boulange il n'y aurait pas de vanille alors qu'en pâtisserie il y aurait de la vanille ou des trucs comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit défini officiellement. Ok, ah oui, donc on sait pas vraiment. Moi ce que m'avait dit Anto, c'était le flan boulanger. C'était la seule pâtisserie que le boulanger pouvait faire et que le pâtissier ne faisait pas au sein de la boulangerie. Dans les équipes. Exactement. Et justement avec les produits, avec les produits qu'ils pouvaient utiliser et tout, qui étaient un peu les mêmes que ceux de la boulangerie. Après, jusqu'à il y a une dizaine d'années, les 9/10 des boulangeries n'avaient pas de
vraies pâtisseries ou de gâteaux jusqu'aux Utopie et compagnie. Ouais, exactement. Mais oui, donc t'avais ça, mais t'avais les tartes aux fruits, les tartes fines ou les trucs comme ça qui sont des trucs de boulanger. Même les choux, c'est un peu un truc de boulanger, je pense. Mais... Oui, complètement. Oui, parce que c'est des ingrédients boulanger. Ouais. Mais... Donc je ne sais pas. Peut-être que Anto a raison. Peut-être que Anto raconte n'importe quoi. Anto, si tu nous écoutes, je sais qu'il écoute souvent. J'espère, écoute. Mais c'est vrai que pour terminer sur le flan, moi je n'aimais pas les flans avant. Bon, après j'étais traumatisée par les flans de la cantine, très gélifiés. T'avais des flans à la cantine, la chance. Non, ils étaient dégueulasses. Non, du coup, ça m'a vraiment dégoûté du flan pendant très longtemps. Ça fait pas longtemps que j'y suis retournée. Et justement, j'aime bien cette notion, alors je sais pas si c'est une vraie notion de flan pâtissier, qui est justement un peu plus crémeux, un peu plus travaillé. Enfin, encore une fois, j'ai pas envie. Ouais. Pour moi, c'est juste une question d'air du temps et de mode. Et les boulangers, ils font ça aujourd'hui, maintenant aussi. Pour moi, c'est une question d'époque plus. Mais je suis pas non plus historien de ces choses, de ces questions. Ouais. Tu veux pas écrire un deuxième livre sur le flan? Je pourrais. Est-ce que t'as d'autres livres qui sont prévus? Non, alors cette année, j'ai pour la première fois écrit le bouquin de quelqu'un d'autre, donc de Magda, chef géorgienne, qui a les restaurants chez Magda à Paris. Donc c'est les éditions Solar qui m'ont proposé ça, après que j'ai travaillé un tout petit peu sur le livre Anniversaire de la table l'année dernière. Et c'était super parce que c'est une gastronomie que je connais pas, et que du coup j'ai appris plein de choses, et que Magda a une histoire incroyable de personnes réfugiées qui étaient dentistes et qui... 10 ans plus tard, à 2 restaurants en France et emploie 99% des Géorgiens, beaucoup de femmes qui ont eu des vies personnelles compliquées, tu vois, des femmes qui ont eu des problèmes à la maison, des femmes qui viennent d'arriver en France et qui doivent trouver de l'argent pour nourrir leur famille, etc. Donc elle a un destin incroyable, elle a été très suivie par... ce festival, le Refugee Food Festival, elle a bossé pour eux pendant longtemps, voilà. Donc c'est quelqu'un d'assez incroyable, et c'était la première fois que j'écrivais un bouquin pour quelqu'un d'autre, donc c'est pas mon projet, mais c'est hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ton travail de journaliste, finalement, là aussi. Absolument. Finalement, c'est la même chose, sauf que le magazine est plus grand. Ouais, c'est clair. Et le papier est plus beau. Et voilà, donc il y a un projet qui ne se fera pas l'année prochaine, voilà, dont il est trop tôt pour dévoiler les contours. Très bien. Sucré ou salé? Plutôt salé, mais ni particulièrement l'un ni particulièrement l'autre. D'accord. Et toi? T'es sucré ou salé? Ouais, je crois que c'était la question. Non, c'est quand je t'ai posé la question, je me suis dit, c'est une chouette question, du coup. Moi, si je devais me définir, je dirais 55% salé, 45% sucré. Ah ouais. Alors que je te mettais dans la case sucrée, c'est dingue. Absolument, mais je suis un peu coupable de ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir changer de métier, j'ai bien compris qu'une photo de gâteau, ça apportait plus qu'une photo de plat sur Instagram, donc j'ai posté plus sur Instagram ce qui marchait, tu vois, parce que c'était pas ma passion, je voulais pas vivre pour Instagram, je voulais me servir d'Instagram pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc comme pour le blog. Ouais. Finalement, c'est devenu oui, absolument. vitrine. Okay. Donc, j'ai utilisé ce qui marchait le mieux. Et en plus, j'ai commencé cette carrière via Food Pâtisserie. Donc, forcément, j'ai été identifié comme ça. Comme Food Pâtisserie est un magazine qui marche très bien, j'ai été identifié comme ça. Mais je travaille pour Food Cuisine. Pour Time Out, j'étais dans une pizzeria il y a pas longtemps. Pour Le Figaro, j'ai écrit sur les abats. Donc, ouais. Et je dirais 55% salé. Ok. Je pense que c'est plus dur pour moi de vivre sans fromage que sans pâtisserie, par exemple. Ok. Ce qui est un peu plus sain, j'ai l'impression. Je pense que c'est un peu la peste et le choléra, si tu veux. Je sais pas si... Fromage, charcuterie ou pâtisserie? Écoute, ni l'un ni l'autre. La santé est une autre question. Oui. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non. Est-ce que tu es en bonne santé? Ça va, franchement ça va, mais non mais alors, toi ça fait depuis combien de temps tu bosses dans la bouffe? Officiellement depuis 4 ans. Ouais, donc c'est hyper récent. Ouais. Moi ça fait 12 ans, et en fait tu te poses des questions au fur et à mesure. Tu vieillis au fur et à mesure que tu bosses dans ce milieu, et tu te dis, il y a des questions à se poser sur la santé et sur comment je vais vieillir, et sur... est-ce que ça va se passer bien? Attends, mais tu vois, non, faut faire attention, quoi. Alors c'est un métier hyper privilégié, j'ai une chance incroyable. Oui, mais
je peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Et tu fais attention du coup, parce que c'est vrai que tu peux avoir des journées avec plein de testing, j'imagine. Absolument. Notamment récemment pour les trophées food pâtisserie. Donc les trophées food pâtisserie, donc c'est un prix qui remet des trophées à différents pâtissiers, genre la meilleure création chocolatée de l'année, le meilleur nouveau pâtissier de l'année, on va dire, plein de trucs comme ça. Donc génial. En juin-septembre, j'ai la chance de faire partie des réunions où on commence à parler de qui on pourrait nommer, comment on remplit le tableau Excel, les catégories, qui on a envie de mettre là, etc. En octobre, il y a le jury de chefs qui déguste les créations nommées pour voter devant Maître Simonin. Non, c'est lui pour de vrai. C'est vrai? Oui. Incroyable, vous avez une star du métier. Qui vote donc pour désigner les gagnants qui seront annoncés à la cérémonie début décembre. Et donc ce jour-là, on regoute tout parce que pendant que le jury goûte, nous, avec mes collègues, on goûte pour écrire le magazine qui va sortir au même moment où il y a les recettes de tous les nommés des trophées. Et donc il y a des journées qui sont d'une intensité genre folle. Et en plus, septembre-octobre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en profiter beaucoup, mais pour nous, c'est les périodes de Noël où on nous présente les bûches et les galettes des rois. Et du coup, si je compte plus cette année, contrairement à Gilbert Pittel, très sympa journaliste sucré, je ne compte plus, mais tu peux goûter, je sais pas, 60 bûches en quelques semaines ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai diminué maintenant. Et en fait, pendant cette période, début octobre jusqu'à mi-octobre, à 17h, je bâille, je me sens mal, je rentre chez moi, j'ai juste envie de me coucher. Donc, oui, ça semble débile de se plaindre de ce métier, mais il y a des moments où j'avoue que physiquement, c'est pas évident. Ouais, il y a un impact sur la santé, c'est dingue. Absolument. Et ça te rend pas malade ? Non, ça me rend pas malade. Déjà, cette année, j'essaie de verrouiller un peu en termes de quantité ce que je mange, tout en n'étant pas le mec qui arrive au resto, qui mange une bouchée, qui se barre, parce que j'ai pas envie de vivre mon métier comme ça. Voilà. Après, je fais du sport aussi pas mal. Je vais à la salle de sport comme tous les nigauds. De la muscu. Comme tous les nigauds. Non, mais la prio, c'est plus de faire du cardio, par exemple. Mais ça change tout, quoi. Donc, il y a quand même des moyens de tenir à peu près. Ouais. Mais c'est pas facile. Mais a priori, il n'y a pas d'intolérance ou de choses comme ça. Parce que là, avec 60 galettes, je saurais. Ouais, non, je peux pas boire de vin blanc ni de champagne. Les sulfites ou Ben, écoute, j'ai jamais fait de... Mais ça m'est arrivé de faire un petit œdème de coin avec... Non, ah oui, à ce point-là. Ouais, mais en vrai, j'aime pas ça. Donc, les gens me disent « Ah, tu peux pas boire de champagne, c'est trop triste. » Donc, je suis... Ouais, non mais moi je peux pas boire de bulles. Et du coup, je n'ai jamais bu de champagne et on me dit la même chose. Entre ça et le gluten... Ouais, je suis relou. Hein. Et puis j'aime pas le fromage non plus. J'allais dire, c'est dur pour toi. J'allais pas dire, t'es relou. T'aimes pas le fromage ? Non. Là, t'es relou par contre. Ça, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment un goût, Ça, c'est pas possible. Ouais, alors que j'adorais les soirées vin, fromage et tout machin. Bon, je mangeais du pain de campagne tout seul, quoi. J'aimais l'ambiance, mais je suis incapable de manger du fromage. Et en même temps, je pense que ça me sauve la vie, parce que je n'ai aucune limite dans le sucre, notamment. Donc, je me dis, c'est un mal pour un bien. Moi, j'aime tout, tu vois, ça, c'est un problème aussi. Et du coup, en fait, le fait d'être autant sucré que salé et de bosser autant dans les deux, ça fait que je n'ai pas de pause. Et tu vois, je parlais de Gilbert Pittel tout à l'heure, qui est un journaliste quasi uniquement sucré. Les journalistes salés s'intéressent très peu au sucré, comme le prouvent tous les guides du pays qui ne s'intéressent pas au sucré. Et moi, j'ai ce truc qui, je pense, est ma force aussi en tant que journaliste, mais qui fait qu'il n'y a pas de... Tout m'intéresse, quoi. Pas de répit. Ouais, tout m'intéresse. Est-ce que tu as des journées où tu ne goûtes pas des choses ? Bah oui, bien sûr. Ah ouais. Oui, il y a plein de journées où je goûte rien et je me fais à manger des trucs chiants chez moi, sains et chiants. Ouais, mais pour reposer un peu l'organisme, quoi. Absolument, ouais. Mais en ce moment, c'est dur parce que à la fois, c'est une période... Nous sommes donc début décembre. Je ne sais quand ce podcast... Oui, ça va pas sortir avant 2026. Nous sommes début décembre. Et donc, il y a... Même si la période de dégustation des bûches était en théorie terminée, maintenant, on a une période où on te propose quand même souvent de t'envoyer des bûches ou des machins. Ce matin, on m'a proposé d'envoyer une tablette de Saint-Valentin. J'étais là, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et puis, t'as bientôt Pâques aussi qui va arriver. Ouais, Pâques, ça va commencer très fort, ouais. Ça commencera en janvier, non ? Probablement. Parfois, il y a un petit truc en décembre. Il y a quelques années, j'ai eu 2-3 bûches début juillet. Oui, ça ouais. Tu sais, j'ai un souvenir de présentation de Philippe Conticini avant que ce soit sa propre maison.
Et c'était début juillet dans un hôtel et il faisait 35 degrés et les bûches fondaient devant tout le monde et je trouvais ça très drôle. Mais pas hyper drôle pour lui. Donc. Ouais, mais surtout, est-ce que tu peux avoir ce recul sur le goût de la bûche, sur l'ambiance, sur la vie que tu vas avoir là sur où cette tu perds le recul, c'est quand on mange trop dans une même journée, clairement. Tu perds le recul notamment parce que ton palais sature et que tu arrives moins bien à goûter les choses en fait. Ouais. Donc ça c'est dur. Après c'est quand même, je le fais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bêtises du genre un menu dégustation puis un tea time ailleurs après. Tu vois, j'ai un peu compris entre temps que on apprend un peu. Mais en effet, oui ça épuise le palais quoi. Surtout le sucre. Ouais. Et est-ce que t'as déjà eu peur d'être blasé ? Non. Je crois que c'est pas dans ma personnalité. Non, je kiffe toujours ce que je fais. Après, je dis moins oui à tout, quoi. Donc peut-être que ça peut passer pour quelqu'un de blasé, mais c'est juste, oui, pour essayer de rationner, quoi. Ouais. Mais non, je me sens pas blasé du tout. Bah, déjà, c'est fun. Ensuite, c'est une chance incroyable. Ensuite, je fais tout. Donc, je vais faire un truc de street food, un resto étoilé, un tea time de palace, une petite boulangerie de quartier, une pâtisserie chic. Enfin, il n'y a pas beaucoup de restaurants du monde aussi, comme on dit. Tout m'intéresse et ça empêche d'être blasé. Et le fait de travailler pour plusieurs médias aussi, ça empêche vachement d'être blasé. J'ai écrit il y a pas longtemps pour Le Figaro un article sur le pendant, la mode du pendant, et donc sous forme d'enquête, on va dire, c'est simple pour une enquête, mais j'ai interviewé Anto notamment, j'ai interviewé Pearl, la fondatrice de The Hood, et j'ai interviewé Nico De Soto, qui est un des mixologues les plus connus du monde, pour parler d'un produit que les lecteurs du Figaro ne connaissent pas, et sous un angle qui, moi, me tenait vachement à cœur pour Pearl et Anto, de la fierté asiatique et comment les communautés asiatiques à Paris et en France, par le biais d'un ingrédient, travaillent leur fierté et parlent d'un truc qui les rend fiers. Anto parlait de sa mère, c'était hyper touchant. Pearl parlait de comment elle a essayé de faire découvrir son pays, sa gastronomie à Paris avec des choses qui sont pas connues. C'est des choses hyper intéressantes. C'est génial, oui, de faire découvrir une culture via la gastronomie. Voilà, et comme dit Anto, c'est un peu le seul endroit qui peut réconcilier tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu voyages d'ailleurs aussi pour tous ces médias ? Non, je voyage pas pour mon boulot. Je le faisais un peu dans la musique de temps en temps. J'ai eu quelques voyages vraiment cool dans la musique. Et dans la gastronomie, non. Et hélas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu en as envie J'aimerais bien. Après, ça prend du temps et faut avoir le média pour. Ouais. J'exagère un petit peu. Ça nous est arrivé quelques fois pour Food Pâtisserie. On a fait quelques trucs hyper sympas, mais c'est assez rare. Et j'aimerais bien que ça arrive plus. Ouais. Mais ouais. Ouais, parce que pour Food Pâtisserie, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir des recettes de chefs pâtissiers à l'étranger et tout. Ce serait super, écoute, mais en fait, contrairement à ce que les gens pensent grâce ou à cause de la notoriété du magazine, c'est une toute petite équipe, c'est un petit magazine indépendant, c'est pas du tout les chèques alignés pour te faire partir en voyage où tu veux, pour faire un reportage de 32 lignes dans ton magazine, quoi. Ouais, c'est clair. On aimerait tous et toutes ça, mais c'est pas comme ça, c'est pas les réalités du métier, quoi. Et est-ce que toi, quand tu voyages dans ta vie perso, est-ce que tu cales ton voyage en fonction des endroits où tu vas manger ? Oui, dans le sens où c'est clairement l'un des trucs principaux, voire le truc principal de la destination où je vais, qui m'intéresse et sur lequel je vais me renseigner. Non, dans le sens où je choisis pas un par un toutes les adresses où je vais aller. Par exemple, j'ai passé 2 semaines et demie au Japon avec 2 copains et ils pensaient que j'allais leur prévoir tous les meilleurs trucs à faire. En fait, non, j'étais vraiment à fond dans je marche, je erre et ça me tente, j'ai envie de tester ça. Ouais, se laisser porter. Ouais, mais il y a des trucs que j'avais repérés, bien sûr, mais pas beaucoup et j'aime bien faire comme ça. Après, du coup, on a mangé du très bon et du dégueulasse. mais... Ah, sérieux ? Ouais. C'est possible de manger du dégueulasse au Japon ? C'est vraiment le mythe des Français qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, tu sais, genre que quoi, à Paris, tous les restos du coin sont dégueulasses, mais il y en a plein au Japon, il y en a plein en Espagne, il y en a plein... Oui, c'est vrai qu'en Espagne aussi.
Franchement, il faut arrêter de croire que c'est parfait dès qu'on sort de France. C'est pas le cas. Et qu'est-ce que t'as adoré et détesté au Japon? Je parle toujours de bouffe. Ouais. Alors, détesté, on est arrivé à Kanazawa, qui est une petite ville connue notamment pour avoir un village de samouraïs un peu gardé dans un quartier un peu sympa que tu peux visiter. Et on est tombé dans un truc de friture, de tempura, et c'était immangeable. Genre tellement... Ils étaient pas sympas, et c'était tellement gras. Ah ouais. Et mal cuit, et tu vois, la tempura japonaise, hyper light et tout. Non, pas du tout. Donc une catastrophe, et on venait d'arriver dans la ville, on est ressorti absolument déprimé de ce truc-là, et on est tombé au hasard sur un salon de thé, et dedans on a rencontré un couple, ils étaient tellement mignons. Le mec avait étudié à l'école Cordon Bleu, ou je crois que c'était un truc comme ça, ou chez Bocuse, ou un truc comme ça. Enfin, en France. Français? Non, un japonais, Okay. un couple de japonais. Et donc, il nous a parlé de ses études et tout, en anglais, enfin, peu importe la langue, c'était pas très important. Et sa femme avec qui il travaille était trop mignonne. Ils nous ont servi des thés trop bons. Moi, j'ai pris un Ojicha latte, merci de me demander. Je t'aurais demandé. Je plaisante. Avec quel lait? Je ne sais plus. Et des espèces de pancakes soufflés énormes. Et on a parlé avec eux pendant 1 heure et ils nous racontaient leur vie. Et ensuite, ils avaient une carte où on mettait des petites épingles de là où on venait sur leur planisphère, en gros, pour que tous les clients laissent une trace et tout. Et c'était trop mignon. Et du coup, en 4 heures de temps, on a eu le pire et le meilleur du voyage. Ah, c'est dingue. Ah, ben je voudrais bien cette adresse. Faut que je la retrouve. Ça doit être faisable. Et est-ce que c'était à la hauteur de ce que t'attendais, le Japon? Oui, c'était incroyable. C'était magnifique, épuisant, trop de tout. Et enfin, en fait, c'est un peu extrême. Les villes japonaises, moi, donc geek qui a grandi avec les mangas, les jeux vidéo, etc., on est allé au parc d'attractions Nintendo, on a fait des trucs comme ça, c'était trop bien. Et en fait, du coup, j'étais à la fois complètement fasciné, complètement dans le sentiment que je pourrais pas y passer 2 mois non plus, à Tokyo ou à Osaka par exemple, parce que c'est des endroits tellement bruyants et tellement agités, etc. Ouais. Et en fait, ça faisait partie de la fascination que je recherchais aussi pour l'endroit. Et c'est aussi pour ça que tu vas en dehors de Tokyo pour voir d'autres trucs. Ouais. Mais ouais, c'était passionnant, ouais. Qu'est-ce que t'as ramené du Japon? J'ai essentiellement ramené des stylos de personnages de Nintendo, Trop chou. un tampon Pikachu pour mes neveux et nièces, un puzzle avec des sushis dessus. Vraiment. Le pire, tu sais, quand tu sais de pas acheter de conneries, bah là c'est l'inverse. Ah ouais. Mais en même temps, c'est le pays de la connerie. C'est le pays qui ouais. invente des gadgets qui ne servent à rien. C'est le pays qui... Donc ouais, j'ai ramené beaucoup de conneries. Ah, génial. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé et dont je parlais en introduction, c'est les recettes que tu fais sur Insta. Oui. Comment c'est arrivé? Eh ben, Clémence Tru est une copine à moi, un pote. C'est compliqué de changer de genre entre chaque phrase, mais bon. En général, quand tu parles d'une drag queen, tu parles d'elle au féminin, mais le pote que j'ai à la base est un garçon, même si toutes les drag queens ne sont pas des garçons, bref. Donc c'est très compliqué. On en parle au genre féminin quand ils sont habillés? Ouais, ça en général, on va dire. Donc, et donc, un bon ami qui aussi est drag queen à côté. Les drag queens c'est un truc balbutiant, on a l'impression que ça passionne tout le monde. Mais les opportunités sont quand même assez faibles pour le moment. Il n'y a pas tant d'opportunités. C'est pas la facilité pour devenir drag queen célèbre, etc. Alors que t'as l'impression qu'avec la télé, justement, maintenant, ça y est, ça commence. Et il y a ce besoin d'avoir une vraie présence sur les réseaux sociaux quand t'es drag queen. En tout cas, c'est un des moyens les plus simples d'exister. Et du coup, elle avait envie de faire des vidéos. Moi, j'avais toujours envie de faire des vidéos de cuisine, mais en même temps, montrer ma tronche, ça n'a jamais été mon envie. Désolée. Donc, j'ai vu ça comme une opportunité de faire ce que j'avais envie de faire sans me montrer, avec un copain et d'essentiellement de rire beaucoup, quoi. Et elle cuisine de base ou pas? Un peu, mais pas énormément. Je pense que ça fait bientôt 2 ans qu'on fait ça. Je pense que ça l'a aidé à s'y mettre pas mal aussi, mais c'était surtout moi qui cuisinais, et en général, c'est moi qui est le point de départ qui suit le point de départ des recettes. Même si elle me dit on pourrait faire ça, je suis là. Non, mais parfois elle m'envoie des trucs, je suis là non. Et parfois oui, c'est des bonnes idées. Pourquoi tu dis non parfois? Parce que c'est des trucs que je trouve qu'on peut l'air bon, et que comme pour l'instant j'ai encore le pouvoir sur le point de départ de la recette, je l'utilise avec tyrannie.
Mais par exemple, elle aimerait bien qu'on fasse une série sur le tofu. Et moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, donc je freine un peu. Et en même temps, je note de côté des recettes que je vois passer, etc. autour du sujet du tofu. Mais c'est pas un produit que je maîtrise du tout. C'est pas non plus un produit qui m'attire particulièrement. Et en même temps, on peut en faire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est aussi intéressant. Ouais, moi non plus, ça m'excitait pas du tout. Et je suis tombée sur des recettes où effectivement, j'ai pris du plaisir. Quoi. Donc, ça peut être chouette si tu arrives à trouver des recettes qui te plaisent. Ouais. Voilà, donc en ce moment, on essaye de créer des petites séries. Donc, par exemple, on a une nouvelle série qui s'appelle Croquettes Coquettes, où c'est que des croquettes. On vient de commencer. Hein. On invite de plus en plus de gens, donc on invite des drag queens régulièrement. Là, on vient de tourner avec la Briochée, qui est une drag queen qui a fait la première saison de Drag Race France. On invite des chefs aussi. J'ai fait une recette avec Marine Zerbib, j'ai fait une recette avec Anto Nguyen. Enfin, je suis extrêmement perso. On a fait une recette avec Julien Seri, qui est un chef italien. Je pense pas que tu l'aies dans le podcast, c'est pour ça que je le présente. Oui. Ou Marion Gotelet, non aussi. On vient de faire une recette avec Marion Gotelet, qui avait été donc la fondatrice du Café Mirabelle, qui n'existe plus, hélas, mais qui est une chef absolument géniale. Voilà, donc on essaie de faire plein de trucs en gros. Vous en sortez tous les combien ? Une par semaine, on va dire en général. Ouais. On en tourne 5-6 par fois, on tourne. Quoi, ah ouais. Ah, vous faites la chaîne. On est épuisé à la fin. Et du coup, elle se change à chaque fois ? Non. Non. Déjà, je pense que ça met 3 heures pour se mettre en drague. Ouais. Donc, et se changer. Non, parce que ça demande une collection de tenues, de machins, de perruques. Non. Après, on fait des trucs débiles. Genre, il y a une vidéo la dernière fois où on avait des accessoires de Noël en plus sur la dernière vidéo, si tu veux. Ouais. Mais non, c'est trop compliqué de se changer à chaque fois. Ouais, c'est clair. Hein. Et donc, tu passeras pas devant la caméra ? Non, c'est pas prévu. Je me suis dit, j'avais espéré qu'on puisse faire un bouquin ensemble, et il y a eu un bouquin avec de cuisine avec des drags qui est sorti juste à ce moment où moi j'essayais de vendre le mien, c'était super. Mais justement, ça peut montrer l'intérêt, comme pour le flan. Nous verrons. Et du coup, je m'imaginais trop faire la photo où moi je suis une ombre ou quelqu'un de dos, tu vois le portrait. Comment on continue à me cacher. Alfred Hitchcock. Ouais, un peu. Mais tu dis les Hitchcock pour enfants, est-ce que tu as lu ça petite ? Non. Il y avait des Hitchcock pour enfants, donc qui étaient des romans de suspense ou d'horreur soft ou je sais pas quoi. Et en fait, sur la couverture dessinée, il y avait toujours la silhouette de son visage que tu devais repérer, qui était un peu caché dans la couverture. Mais c'est ce qu'il faisait dans ses films, en fait. À chaque fois, tu devais et là, c'était vraiment en illustré et tout, donc c'était assez mignon. Ouais. Et les livres étaient super bien. Enfin, je les ai pas lus depuis 30 ans, mais... Il les édite toujours, tu crois ? Aucune idée. J'ai presque envie de l'offrir à mon filleul. Je pense pas qu'il les ait écrits par ailleurs, donc je sais pas exactement comment ça se faisait, mais dans mes souvenirs, c'était bien. C'était à la même époque, je lisais ça, que Chair de poule. Est-ce que tu lisais Chair de poule ? Non, mais moi, tu sais, je suis une trouillarde de fou, quoi. J'en ai vu, il y avait aussi... il y a eu une adaptation, peut-être. Et j'ai été terrorisée, j'ai fait des cauchemars de fou, et donc non, je pouvais pas lire ça. Je voyais rien que les couvertures, je faisais des cauchemars. Ouais. Moi, je suis l'opposé, moi. Horreur. Ah, sérieux ? Ouais. Aficionado. Tu es peut-être mon némésis. J'ai d'ailleurs un couteau dans ma poche. Oui, mais... Ouais, bon. Je vois que le temps file. Je me demandais, pour la suite, donc là, on en parlait tout à l'heure aussi, tu viens d'avoir 40 ans. C'est quand même une période de vie importante où peut-être on se pose des questions, ou pas ? Oui, bien sûr. Oui, non, c'est vrai que tu m'as dit que ça t'avait rien fait. Donc, non, je sais pas. Est-ce que tu as des envies, des rêves pour les prochaines années ? Et je peux parler en dizaines d'années aussi, ou vingtaine, ou... Tu vas un peu loin, peut-être. si j'arrive à 50, c'est déjà pas mal. J'aimerais beaucoup faire ce bouquin dont je ne parle pas, donc c'est un peu ridicule d'en reparler, mais c'est un bouquin que j'aimerais faire depuis 2 ans, et ça fait 2 ans qui capote et que le projet est à 2 doigts de se faire et qui ne se fait pas. Donc ça m'énerve beaucoup. J'aimerais beaucoup le faire avec les Travel Buds dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on s'entend très bien et que refaire un bouquin avec eux, j'aimerais beaucoup faire ça. Donc des photographes. Des photographes, ouais, qui sont super, 2 Libanais qui sont très drôles, qui sont meilleurs amis et on se marrait bien. Et voilà, à part ça, j'avais un fantasme dans ce milieu qui était d'accompagner des gens qui ont des projets de restaurant, genre
pour utiliser le pire mot, j'allais dire consultant, mais tu vois, d'aider des gens qui ont envie d'être, non pas des chefs, parce que les chefs savent ce qu'ils veulent faire dans leur restaurant, mais des restaurateurs qui ont envie de se dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans une carte, quelle identité j'aimerais donner au restaurant, etc. Et quand tu traînes dans ce milieu-là depuis 12 ans, et si tu gardes les yeux ouverts, en gros, tu as des idées un peu de ce qui se passe ou de éventuellement ce qu'on pourrait essayer de faire pour ne pas avoir un 50 millième coffee shop ou néo-brasserie néo-tradi. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas... il y en a déjà qui t'en ont parlé, parce que en traînant avec eux, je sais que souvent la question peut venir... J'en ai jamais beaucoup parlé moi, mais ça m'est arrivé par exemple, tu vois, d'aller chez un pâtissier qui m'a dit j'aimerais que tu goûtes toute ma carte et que tu me fasses un retour sur précisément chaque élément, etc. Et j'adore faire ça parce que, comme vous le savez maintenant, j'adore donner mon opinion. Mais voilà, j'ai pas été payé pour ça. C'était comme ça, un coup de main rapide. Et après, quand je parlais du pendant tout à l'heure, mais écrire sur des choses qui me touchent et qui vont au-delà, parler via la nourriture de sujets sociétaux, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos avec Clémence Tru. Parce que j'ai parlé de ses raisons à elle, mais les miennes, en fait, c'est que j'ai pas mal de frustration avec le milieu de la cuisine. J'estime que c'est un milieu dont les valeurs me correspondent pas toujours. En tout cas... j'aimerais que ce soit un milieu plus ouvert, quoi, en gros. J'aimerais qu'on puisse parler de cuisine de manière moins sérieuse, parler de sujets sociétaux sans avoir l'impression d'être aussi rétrograde que certains pans du milieu de la cuisine d'aujourd'hui. Et donc, je fais ça aussi parce que j'estime que, c'est extrêmement prétentieux, mais j'estime que ça peut apporter quelque chose d'un peu frais et détendu à ce milieu que je trouve parfois coincé et pas progressiste, quoi, en gros. Ouais. J'ai une copine qui aimerait qu'on fasse un podcast et on a le nom du podcast et tout, et je ne dirai pas le nom parce que le nom est très drôle, donc je te le donnerai une fois les caméras éteintes. Et peut-être qu'on le fera, je sais pas encore, parce que je trouve ça, intimidant de se lancer dans un nouveau truc, tu vois, je suis pas podcasteur, etc. Mais regarde, tu parles très bien là. Ce serait un podcast qui parlerait de profils de la gastronomie qui ont rencontré des résistances du milieu, quoi, si tu veux. Ça peut être des personnes non blanches qui ont rencontré des résistances pour ça, des personnes queer qui ont rencontré des résistances pour ça. Voilà, ce genre de parcours. C'est génial. Et parler de où les résistances ont été rencontrées et parler de choses qui vont bien aussi, parce qu'on n'est pas là pour ne parler que de ce qui va mal. Mais je me souviens, il y a 6-7 ans, je ne sais pas si tu avais vu cet article, le Fooding avait fait un article sur les chefs lesbiennes, des chefs lesbiennes qui se sont fait un nom, etc. Et je voyais des journalistes d'un certain âge, que je ne nommerai pas, mais j'espère qu'elle se reconnaîtra en particulier, qui disait genre c'est ridicule d'essentialiser les gens comme ça, de parler de ça comme si ces femmes devaient forcément afficher leur sexualité ou je sais pas quoi. Et je disais mais ça se voit que t'es la bourgeoise du quartier, parce qu'en fait les jeunes ils vont avoir besoin de modèles, de modèles, et je pense que voir des chefs lesbiennes qui réussissent et qui, sans ne parler que de ça, ne le cache pas, affiche ça, comme Chloé Charles qui affichait son bonheur par exemple, et ben en fait ça va aider vachement de gens. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas eu de problème, justement, qui ne se rendent pas compte où est le problème, quoi. Oui, mais moi j'estime avoir été très chanceux aussi, mais pour autant je pense que même les gens qui ont été chanceux, qui ont eu un parcours facile, peuvent apporter un peu de ça ou faciliter ça, quoi. Et donc ce podcast, j'aimerais bien qu'il fasse ça en gros, mais pour l'instant il n'existe pas. Bon, on a hâte rien que pour découvrir le nom. Ouais. Est-ce que toi, t'as connu des résistances dans le milieu du travail? Franchement, non. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'essaie de réfléchir, mais je pense que non, j'ai eu vachement de chance. J'ai eu Tsugi, c'était une toute petite boîte. Le milieu de la musique électronique, c'est des milieux assez ouverts globalement. C'est pas des milieux fermés. Et après, ça s'est bien passé aussi. Non, j'ai eu vachement de chance et j'ai pas eu beaucoup de résistance face à moi. Et tu sais du coup d'où elle te vient, cette sensibilité et ce besoin justement d'en parler?
Écoute, je saurais pas te dire, mais je pense que après 20 ans à passer à Saint-Cloud, un peu moins que ça, mais bref, je pense que je me suis enorgueilli de varier un peu mon environnement et de traîner avec des gens qui venaient d'univers moins bourgeois, qui avaient eu des vies moins faciles, voilà, de personnes variées, on va dire, d'expériences variées. En tout cas, j'ai toujours eu cette envie-là. Et ça enrichit, quoi, tout simplement. Ouais, carrément. On va arriver sur les questions de la fin. Ah oui. Est-ce que ça te soulage ? Non, pas du tout. Tu vois, le parler, c'est pas vraiment une difficulté. Hein. Non, c'est clair, c'est génial. Stoppez-moi, s'il vous plaît. Ah non, j'adore. Non, et si je devais pas rendre le studio, on continuerait encore des heures. Épisode 2. Oui, tu vois, t'es très à l'aise sur le podcast. C'est pour ça, je pense que tu serais excellent podcasteur. Mais d'ailleurs, oui, dans tes expériences journalistiques, t'as jamais eu des expériences au micro ? Si. Ah. Déjà, j'ai déjà été invité à un podcast 1 ou 2 fois. J'ai eu, à l'époque où j'étais journaliste dans la musique, j'ai été invité à la radio quelques fois. Okay. Pas mal sur le Move. Oh. La radio des jeunes. Ça m'est arrivé d'aller sur Nova aussi, une fois. Ah ouais. Donc ça m'est arrivé de parler à la radio et j'étais stressé, comme on dit élégamment, je me faisais pipi dessus. Mais une fois que ça commence, ça va. Okay. Ce que je trouve stressant, c'est un jour on m'avait proposé une chronique sur le Move et j'ai refusé, ce qui est une connerie. Refuser une opportunité, c'est absolument con. Mais le fait d'écrire quelque chose et de présenter ou lire quelque chose d'écrit, etc., ça me stressait vachement. Ah, tu préfères parler, c'est ça, plutôt que de le préparer? Ouais. Ça, d'ailleurs, je regardais un podcast tout à l'heure de quelqu'un quelqu'un de la bouffe qui avait une introduction hyper écrite. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que toi, tu fais pas ça, par exemple. Non. Et en fait, tant mieux, parce que je trouve ça un peu gênant. Je trouve qu'amener un ton un peu littéraire sur du parler, je trouve que ça me gêne un peu en général. J'avoue que ça me gêne moi aussi. Ouais. Mais moi je suis très dans le authentique. Ouais. Mais après, si la personne est à l'aise, et moi j'ai l'impression justement de faire moins bien que cette personne qui a préparé son introduction. Mais demandons aux auditeurs. Que préférez-vous? Sondage. Du coup, dans ces petites questions de la fin, je voulais savoir, est-ce que tu as un endroit chouchou que tu conseillerais, et c'est vraiment le premier qui te vient en tête, et je sais que c'est le genre de question. Fallait pas que je prépare. Non, pas du tout, et ça peut tout être un resto, une pâtisserie, une boulangerie, un machin, enfin peu importe, c'est le premier truc un peu chouchou, ta valeur sûre. Tu vois le moment où ton cerveau disparaît complètement. J'ai l'impression qu'il y a les petits pois à la place, des pois cassés même, une soupe de pois cassés dans le cerveau. Je vais dire, j'ai déménagé il y a 1 an, je suis entouré de 2 restos que j'adore, vraiment l'immeuble d'à côté, quoi, en gros. Il y en a un, c'est Ave Pizza Romana, donc une de mes pizzas préférées, et une pizza romaine, il y en a pas tant que ça à Paris. Et l'autre, c'est Aikara, qui est plutôt un resto japonais, on va dire, mais c'est pas tradi japonais non plus, où le midi tu peux bouffer un shirashi très bon et le soir des trucs un peu plus élaborés. Donc c'est un peu mes 2 voisins, genre tu sors en pantoufles et tu choisis juste si tu vas à gauche ou à droite. Quel kiff. Et Aikara, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller. Donc, les 2 sont très bien, je conseille. Bah, Pizza Romana, j'aurais un peu plus de mal, mais sauf si je prends un carpaccio de bœuf. C'est pas l'objectif. Écoute, le gluten plus le fromage. Encore que le fromage de pizza, ça va. Je pense que en plus, il y a des pizzas assez originales et je pense que tu peux t'y retrouver. Et tu sais si c'est de la pizza au levain ou des choses comme ça? Enfin, des trucs un peu fermentés. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je devrais... Bah, si c'est tes voisins, tu leur demandes, tu me dis. Ouais. T'es un gros relou. En plus, je voudrais leur acheter de la pâte à pizza, donc je pourrais m'enseigner. Oh, ok. Ouais, si vous connaissez des pizzerias qui vendent de la bonne pâte à pizza. Ah, mais c'est vrai. Et c'est vrai que je t'avais dit Marthe. Et en fait, elle t'a redirigé vers quelqu'un, c'est ça? Oui, elle m'a redirigé vers quelqu'un, absolument. Et j'y suis pas allé encore, mais parce que c'est un four extérieur, donc... Ah, ok. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, début décembre, donc ça presse pas. Ensuite, j'aimerais savoir ce que t'amènerais si t'es invité à déjeuner ou à dîner chez des amis, que tu veux leur faire découvrir quelque chose que t'as découvert dans une épicerie ou un lieu. C'est une très bonne question. J'aime amener des épices, c'est un bon truc. Ouais. Donc ça m'est arrivé d'offrir des épices. En général, il y en a 3, c'est soit épices Shira, soit Nomi épices, soit La Plantation.
Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ouais, bah la plantation, ils ont leur poivrier de Kampot au Cambodge et tout, et c'est hyper cool. Au sel, je rêve d'y aller. Et ils ont pas mal de sauces piquantes qui sont très bonnes. Ils ont des épices très bonnes aussi. Ils ont un truc que j'adore qui est de snacks. C'est genre des morceaux de mangue et d'ananas séchés roulés dans le piment, genre ou dans le poivre de Kampot ou des trucs comme ça. C'est trop bon. Ah ouais. Nomi, ils ont des mélanges qui sont très bien, que j'utilise souvent. Genre lequel? Bah alors dernièrement c'était pas un mélange, mais j'utilisais leur piment chipotle en flocons séchés quoi en gros. Okay. Et si il y a un mélange à carrot cake que j'aime bien. Ah bah là, alors j'arrête pas de parler d'Agato, mais bon tant pis. Elle vient de sortir des daifuku avec ce mélange carrot cake de Nomi, avec du potiron, avec du shiroan et c'est ouf. Agato, j'aime beaucoup son mochi, son daifuku au hojicha était très bon. Ah ouais, il est ouf. Mais est-ce que t'as goûté le yakiguri? Non. C'est devenu ma passion. T'aimes la châtaigne ou pas? J'aime bien, mais c'est pas ma passion. Ok. Et ça fait des mois qu'on dit avec Agathe qu'on doit faire une recette avec ma pote drag queen, mais en fait on tourne toujours le samedi quand Agathe ne peut absolument pas. Quand elle a ses ateliers, ouais. Donc c'est compliqué, mais on aimerait bien. Ah, mais grave. Et vous pouvez pas tourner un autre jour? Bah, c'est-à-dire que Clémence a un travail. Ah. Le dimanche? Non, mais le dimanche, c'est compliqué pour Agathe aussi. Elle a... Ouais, mais ça dépend. Mais oui. Et le lundi, mardi, ouais, c'est mort. Bah, on va finir par y arriver, mais c'est pas évident. Donc, merci pour ces choses. Ça me donne très faim. C'était quoi mes dernières questions? Ah oui. Où est ton anti-sèche? Elle est dans ma tête. Tu sais que maintenant qu'on a 40 ans, il va falloir qu'on fasse confiance à autre chose que notre cerveau. Il faut que je m'entraîne parce que j'oublie tellement de choses maintenant. Je voulais savoir quelles étaient les valeurs qui te définissaient. Oh là. Parce que tu disais en plus que tu n'étais plus trop aligné avec les valeurs de la pâtisserie ou pas trop. C'est pas la pâtisserie, c'est la gastronomie en général. Ouais. Et il y a plein de valeurs avec lesquelles je suis aligné. Je trouve que le monde de la restauration est dur à plein de niveaux et qu'on a des restaurateurs qui vont sur des chaînes d'infos en continu pour dire les gilets jaunes c'est des cons, les gens en grève il serait temps de reprendre le boulot et ça m'épuise et c'est à ça que j'ai envie d'apporter un contrepoint si tu veux. Après là où j'ai un peu généralisé tout à l'heure il y a plein de chefs dont j'admire les valeurs, il y a plein de gens qui font des choses incroyables donc je veux pas du tout qu'on pense l'inverse quoi. Mais il y a cet esprit-là que j'aimerais changer. Il y a aussi beaucoup de problèmes de violences sexistes, de violences même non sexistes en cuisine. On parlait de Marion Gottlet tout à l'heure qui fait partie de l'association Bondir, mais ça fait partie des assos absolument incontournables qui vont parler dans les écoles, des assos qui vont aider à faire remonter aux écoles des bruits pour que les stagiaires n'aillent pas dans des entreprises qui sont connues comme des entreprises où il y a de la violence et beaucoup de sexisme, etc. Donc c'est des trucs, c'est tous ces problèmes-là de l'industrie culinaire qui me déplaisent et contre lesquels j'aimerais agir si je le peux, quoi. Tu sais pas toujours comment agir. Et donc mes valeurs à moi, la curiosité. J'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. J'avoue. Tu sais, où je sors un truc genre je suis beaucoup trop ponctuel. Oui, c'est quoi tes défauts et tes qualités? C'est vrai que je suis trop ponctuel en plus. C'est-à-dire que je suis en avance et que ça fait chier tout le monde. Moi aussi, je suis comme ça. Mais... Sauf aujourd'hui. Oui, mais comme j'avais prévu 15 minutes d'avance, t'as été pile à l'heure. Et que tu m'as piégé aussi. Google Maps nous a piégés. Non, mais la curiosité, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est fondamental de mon métier. C'est-à-dire que je veux découvrir des trucs, quoi, et que en cuisine on est toujours amené à découvrir des trucs et il y a je vois des journalistes qui ont une vision opposée du truc. Par exemple les tendances végétaliennes, etc., ou la cuisine végétale comme on dit, puisque on dit plus vegan par exemple, puisque ça fait peur à tout le monde. Ah, je savais pas. Ok. Ouais, maintenant tout le monde dit végétal. Ok. Et ça sous-entend vraiment vegan en général. Mais pas toujours. Pas toujours. Non, mais ça sous-entend genre aucun produit animal, mais en fait le mot vegan est une étiquette qui a été vue comme faisant peur aux consommateurs, donc plus personne ne dit vegan.
Et donc, je vois beaucoup de journalistes qui sont anti-végétarisme, anti-véganisme, etc. Et encore une fois, je suis ni végétarien ni vegan. Mais tu vois, les gens qui disent, j'ai des souvenirs genre du gars qui dit mais il y a de la salade dans mon assiette, je suis pas un lapin, et je suis là, non mais ah ouais, ça on l'a entendu la beaufrie incarnée, quoi. Donc je pense que curieux et ouvert d'esprit, c'est un peu mes trucs principaux. Ouais. Et sinon des valeurs, je sais pas, inclusivité, ouais, inclusivité, c'est pas mal, et je sais que ça énerve beaucoup de gens, donc je trouve ça d'autant plus c'est dingue important. Que ça énerve des gens, l'inclusivité. Enfin, voilà. Comme, je pars un peu loin, mais comme dire aujourd'hui, par exemple, antifasciste est quand même une expression utilisée par tout un tas de gens comme un défaut. Et je suis là, mais du coup, si antifasciste c'est un défaut, ça veut dire que fasciste c'est une qualité. Ouais, c'est ça. Le retournement du langage est un peu désespérant. Flippant, ouais. Ouais, flippant, ouais. Plus que désespérant. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de flippant, il y a des choses qui t'ont fait peur. Enfin, de quoi t'as peur dans la vie? Allez, on est reparti pour une heure. De quoi j'ai peur dans la vie? Est-ce que t'as eu peur pendant ton parcours, quand tu t'as changé, t'es parti de la musique à la bouffe, même lancé dans le journalisme Non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cumulé les deux, donc ça a été assez progressiste. Après... Progressif, j'ai dit quoi? Progressiste. Oui, bah écoute, déformation totale. C'est pour ça que je l'ai relevé. Je te remercie. Donc non, pas trop. Après, si tu t'arrêtes... J'ai eu la chance aussi, donc, origine bourgeoise, donc... En fait, tu peux prendre un risque, quoi. J'ai fait une école de commerce payée très cher par mes parents et j'ai décidé en sortant de faire un métier mal payé parce que c'était un risque modéré pour moi parce que je venais de là d'où je venais. Donc, c'est plus facile de prendre des risques selon ta position, quoi. Ouais. Donc, ça m'a empêché d'avoir peur parce que j'avais des filets de sécurité, quoi. Ouais. Ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Donc, honnêtement, peur de devenir un vieux con. Ok. Franchement, peur de perdre de perdre l'excitation pour mon métier, de perdre l'ouverture d'esprit, de suivre la voie de ces journalistes sexagénaires que je moquais tout à l'heure. Mais ils sont pas tous comme ça. Je suis pas en train encore une fois de faire une généralité. Tu vas te faire plein d'ennemis. J'adore l'amitié. Bon. Voilà. Donc oui. Peur de perdre ce qui fait mon identité, j'imagine. Ouais. Du coup, moi, ici, je dis beaucoup du coup, je trouve aujourd'hui. On a tous des tics. Mon Dieu. Je fais ce podcast pour interviewer des gens qui osent, qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur malgré les peurs, pour inspirer aussi les auditeurs à passer à l'action. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens justement qui sont retenus par la peur et qui n'osent pas essayer? C'est vrai que quand tu dis ça, du coup, je me souviens des premières vidéos qu'on a fait avec Clémence Tru. Pardon. Comment faire dérailler et ne jamais répondre à la question, et plutôt à celle d'avant. Et en vrai, je me disais... En vrai, j'avais peur des réactions du milieu de la gastronomie. Et en vrai, les gens n'osent pas dire grand-chose. J'ai dit en vrai autant de fois que tu as dit du coup, je crois. C'est bon. Les gens n'osent pas dire grand-chose. Par contre... Pendant longtemps, à chaque vidéo, je perdais des followers, quoi. Sérieux ? Donc, évidemment, je ne gagne aucun argent par Instagram. J'ai jamais fait de post sponsorisé ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas si grave. Donc, j'arrive à passer outre. Mais je pense que ça a fait chier des gens quand même. Et ça me fait un peu plaisir. Ah, donc t'avais peur? J'avais peur de la réaction. Et en même temps... Oui, bien sûr. Mais finalement... En fait, t'aimes bien. Ouais, et... Les drag queens s'en prennent plein la gueule sur les réseaux sociaux. Clémence Tru, par exemple, pas que sur les réseaux sociaux, elle était dans une expo d'une photographe les photos étaient affichées sur une médiathèque ou le mur extérieur de, je sais plus exactement, et la photo d'elle, justement, l'unique photo où une drag queen apparaît a été arrachée 14 fois et remise à chaque fois. Et là, elle a un autre podcast avec une copine drag queen aussi, où elle faisait une blague sur le fait qu'elle parlait des hétéros en disant les hétéros ne se lavent pas le dos. Et elle trouvait ça très drôle, elles ont ri pendant 5 minutes, et elles ont des dizaines, des centaines de messages de haine depuis, sur ce truc qui est quand même une blague, et qui prouve que ce qu'elles disent n'est pas faux sur le...
Voilà. C'est dingue. Et vous, sur les recettes, vous avez des retours comme ça ? C'est arrivé, ouais, bien sûr. Ouais oui. En général, c'est le monde va mal ou des trucs comme ça. Parfois, il y a des trucs un peu plus violents qu'on enlève parce que le monde va mal. Moi, ça me fait rire parce que les gens sont cons, donc ça me fait rire. Ouais. Mais il peut y avoir des trucs plus directement violents, genre il faut vous brûler ou je sais pas quoi. Là, bon, je préfère enlever, tu vois. Mais voilà, pas énormément non plus, mais ça arrive, oui, bien sûr. C'est marrant, ça me fait penser au mouvement Les hétéros vont mal, qui est très rigolo, je trouve. Mais bon, bref. Ok, donc tu as eu peur à ce moment-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'osent pas lancer des recettes, par exemple ? Quelle est la peur ? En fait, je pense qu'il faut évaluer la peur et comprendre quel est le danger. Moi, en l'occurrence, le danger était que une partie de la profession pouvait me saquer éventuellement. Franchement, on s'en fout. Ça me semblait pas si grave que ça. Donc, évaluer la peur, c'est évaluer qu'en fait, les risques sont pas énormes. Et que du coup, tu peux te lancer, quoi. Après, moi, je suis aussi quelqu'un qui prépare les choses. Donc, la peur, elle disparaît quand tu prépares dans tous les sens. Quand tu planifies et quand tu mets des filets de sécurité où tu peux. Et je pense que planifier, c'est un des moyens les plus simples de dissiper la peur, quoi. Ok. Sans trop planifier, parce que du coup, tu te lances jamais, quoi. Oui, si tu ne fais absolument. Que planifier. Absolument. Là, je viens de penser à un ami à moi qui est la spécialiste de ne pas se lancer dans ses projets. Nini, si tu m'entends. Mais oui, bien sûr, oui, il faut se lancer. Ouais. Après, moi, c'est pareil, c'était un projet, au final, on se marre à faire ça, donc c'est plus facile de se lancer, quoi. Ouais. Donc, si tu évalues les risques et que tu t'aperçois que les risques sont en fait pas énormes, tu vois, j'imagine que toi, c'est pareil, quand t'as lancé ton podcast, tu t'es dit... Mais le risque, il y a j'imagine un petit risque financier. Ouais. À part ça, non, c'est le clair. risque, c'est que ça marche pas, quoi. Non, c'est clair. Mais le podcast a été le truc qui m'a fait le moins peur dans tout ce que j'ai fait ces dernières années. Oui, t'as changé de secteur aussi. Ouais, moi j'ai changé de secteur, mais comme ça a été très progressif. C'était pas... Et puis je partais d'un secteur qui me payait au SMIC depuis 7 ans, donc bon, c'était pas non plus... Non, j'exagère, à l'époque, à la fin c'était 1 600 € net. C'était plus le SMIC. C'est peut-être le SMIC aujourd'hui, à l'époque c'était un peu plus. Et tu pouvais te payer un appart à Paris ? Parce que mes parents m'ont aidé. Ouais, c'est dingue. C'est pas normal de faire un boulot à plein temps et de pas pouvoir se loger, quoi. Ouais, ça c'est la magie de Paris. Ouais. Pourquoi on est là ? Parce que en termes de gastronomie, c'est quand même le kiff absolu. Et voilà. Et après, si t'as la chance de pouvoir vivre convenablement à Paris, c'est incroyable. Ouais. Moi, je suis un amoureux total de Paris, donc et je sais que c'est aussi parce que j'ai eu des facilités et que donc vivre à Paris était pas compliqué, quoi. Ouais. Donc, quand t'as les facilités pour Paris, c'est génial. Ah non, mais tu prêches une convaincue. Hein. J'ai ma dernière question traditionnelle du podcast. Oui. Et c'est la toute dernière. Introspection. Alors, complètement. S'il y avait le petit François de 10 ans à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est marrant. T'as déjà regardé RuPaul's Drag Race ? Non. Donc... J'ai vu le Drag Race France, mais j'ai pas vu la version française. Ils le font dans la version française aussi, mais à la fin, genre les finalistes, ils leur montrent une photo de bébé et ils leur disent qu'est-ce que tu dirais à ton bébé. Et je me suis toujours dit waouh, je sais pas du tout ce que je dirais. Non, honnêtement, j'aurais pu y réfléchir, ce qui n'est pas le cas. Non. Mais je dirais pas grand-chose. Si, comme je disais tout à l'heure, j'étais colérique. Donc je pense que le truc à améliorer, ce serait de se calmer et d'arrêter de lancer des trucs sur les gens. Des télécommandes, des chaussures, Ah ouais. Mais moi, c'est arrivé avec l'âge, quoi. Donc c'est pas si grave. Si t'es comme ça à 10 ans ou je sais pas, et au moins tu exprimes en fait tes émotions. C'est pas un drame. Aujourd'hui, j'ai le sang extrêmement froid et à l'époque, c'était pas du tout le cas. Mais franchement, je sais pas, je pense que... Et en plus, comme j'ai quand même peu de trauma de l'enfance, j'ai pas tant de choses que ça à dire à mon... Sauf si tu veux qu'on essaye d'expliquer pourquoi j'étais colérique enfant. Franchement, je me retiens de te poser cette question et on a encore 3 minutes. J'ai pas la réponse. Donc, Et qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi tu étais colérique enfant Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'explication sur le shift. T'as pas fait de thérapie ? Non, jamais. Ouais, non mais en plus si tu dis que t'as pas de trauma ou tout ça, c'est marrant. Hein. Et quand est-ce que t'as arrêté d'être colérique ? Je sais pas... Je sais pas. Pendant l'adolescence, je pense, mais ça date. Hein. Demandons à ma mère. J'appelle ma mère ? Ouais, allez, appelle un ami.
Je sais pas. Non, honnêtement, j'ai aucune idée du pourquoi. Tu sais, c'est comme quand tu vas chez un kiné ou un ostéo qui te dit cette douleur, il y a eu un choc, quelque chose. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Un jour, je me suis réveillé et j'avais mal au dos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. C'est un peu pareil, mais dans le sens positif. Ouais. Bon, tant mieux. Tant mieux si c'est comme ça. Ouais. Ça y est, on a fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou que tu aurais aimé partager Non, j'ai déjà bien assez parlé comme ça. On n'a pas parlé de mon grand-père qui faisait des confitures et des compotes. J'aurais pu lui rendre hommage. Allez, parlons de lui un instant. La famille de mon père avait une entreprise de compotes et de confitures. Ah ouais. Donc il y avait quand même... Petit village en Corrèze. Ok. Avec une usine, donc parfois j'allais dans l'usine petit, ça puait le fruit trop mûr, tu sais, le stade un peu éthanolé de la chose. Oui. Mais c'était fun. Et il y a peut-être une filiation là-dedans. Mais complètement, il y avait quand même un pied dans la gastronomie, dans la famille. Ouais. Et la marque, alors c'est important, donc la marque, mon grand-père est décédé en 2004, je vais dire une bêtise, mais l'entreprise a été vendue peu après. Ma tante, mon oncle, etc., tout le monde bossait là-bas. Et la marque, l'usine a été reprise récemment, il y a quelques années. La marque a été rachetée, c'est pas sous le même nom, mais existe aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec la famille, mais porte le nom de Léonce Blanc, mon arrière-arrière-grand-père. Mais non. Donc si vous voyez Léonce Blanc en supermarché, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Les confitures. C'est vendu dans les supermarchés. Ouais. Putain, c'est canon. Sauf que ça me rapporte pas d'argent. Ouais, et puis d'utiliser son nom, ils ont pas demandé l'autorisation de la famille? Ah si, je pense que si, ouais, mais je sais pas comment les tractations se sont passées. Moi, j'étais pas dedans, mais ils ont forcément demandé quelque chose à un moment, ouais, puisqu'on n'est pas en guerre avec eux. Ils nous ont envoyé des confitures. Est-ce qu'elles sont bonnes? Elles sont bonnes, ouais. Ouais. Après, maintenant, je suis habitué aux confitures de Christine Ferber et compagnie, donc c'est dur de passer à autre chose, mais elles sont très bonnes. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Faites-le taire. Mais non, moi j'adore. Non, mais maintenant c'est le studio par contre qui va dire d'arrêter. Non, mais écoute, j'en ai bien assez dit, je crois. Merci de m'avoir écouté. Ah, mais tu rigoles. Merci de nous avoir partagé tout ça. C'était un bonheur. En tout cas, je me suis beaucoup marrée. Donc c'est bon signe en général. Très bien. Merci François et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.